Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième session sur la boucle d'eau tempérée à énergie géothermique, que l'on appelle aussi BTEG ou BETEG. Pour commencer, je vais me présenter. Je suis Estelle Dourla, animatrice de la filière géothermie en région Hauts-de-France et je suis basée à Unilassal à Beauvais, donc, qui est une école d'enseignement supérieur en sciences de la vie et de la Terre. Alors, pour commencer, quelques petites consignes. J'ai vu que vous avez joué le jeu. Nous allons vous demander de couper votre micro et votre vidéo quand vous n'intervenez pas. Donc normalement, à part les personnes qui sont en présentation, vous n'aurez pas à intervenir. Mais comme vous voyez, on est quand même déjà 200 personnes, donc ce serait beaucoup trop compliqué d'avoir vos micros. Privilégiez, s'il vous plaît, la discussion ou le chat au cours des interventions. Vous posez toutes vos questions ou si vous avez des remarques, vous pouvez tout faire par écrit via le chat. Ensuite, comme la première session, cette session est enregistrée. Donc si jamais vous ne souhaitez pas figurer sur l'enregistrement, la seule chose qu'on peut vous proposer, c'est de vous déconnecter et donc vous aurez accès au replay. Mais ainsi, en enregistrant, ça permettra à tous ceux qui n'ont pas pu la suivre de la voir a posteriori. Je pense que pour ceux qui ont des noms type invité, vous pouvez vous renommer avec nom, prénom, structure. Vous avez normalement des options, 3 petits points pour changer vos noms. Comme ça, on pourra nous vous identifier par la suite. Et si vous posez des questions, on saura qui vous êtes. Si vous n'arrivez pas à vous renommer et que vous avez des questions dans le chat, je vous propose d'introduire, rajouter votre nom, prénom et votre structure pour qu'on sache qui vous êtes et que ce soit plus sympathique de voir qui est derrière cette question. On a prévu une session de questions-réponses à la fin de toutes nos interventions. Donc vraiment, on a un temps qui est dédié pour ça. Donc vous pouvez aussi garder vos questions pour la fin ou les poser en cours de route tant que ça reste par le chat et que vous n'allumez pas vos micros. Alors, petit rappel, on vous l'a déjà montré la dernière fois, mais pour ceux qui n'étaient pas avec nous, on a fait un rappel. Ce webinaire vous est proposé par les animateurs géothermie en région. Donc l'animation géothermie, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des personnes qui sont là pour faire de la sensibilisation au niveau grand public ou plus technique sur la géothermie. On est là pour faire de la vulgarisation, on est là pour faire du conseil en amont. Ça se décline sous différentes formes en fonction de la région dans laquelle on est. Et comme vous le voyez sur cette jolie petite carte de France, aujourd'hui, la moitié des régions françaises sont pourvues d'un animateur. Et donc on espère que ça va continuer sur ce bon pied et que bientôt toute la France va être coloriée et qu'on aura un homologue dans chacune des régions françaises. L'idée, c'est qu'on a décidé il y a quelques années de se mettre en réseau et donc le réseau grossit au fur et à mesure que les animateurs arrivent dans les différentes régions. Et comme ça, on peut porter des actions à plus grande échelle. Et c'est le cas pour ce webinaire. Donc, on a décidé de se mettre vraiment en collaboration les uns les autres pour pouvoir organiser et programmer ces sessions de webinaires techniques. Sachez que nous sommes à l'écoute, on est à la recherche d'idées. Le but, c'est de chaque année vous proposer un contenu qui soit pertinent par rapport à vos besoins. Donc, si vous avez des suggestions pour des prochains webinaires sur des sujets à traiter, ou même sur des choses qui vous manqueraient au niveau national dans l'animation, n'hésitez pas à nous le dire, soit par le chat, la discussion, soit vous nous contactez directement, donc un de vos animateurs en région, et nous allons vous proposer un contenu qui est adapté à vos besoins. Pour parler spécifiquement de ces webinaires, on a fait une première session le 3 février, donc il y a un tout petit peu plus d'un mois. Et l'idée, c'est que c'était une présentation générale sur la boucle d'eau. Alors, on vous a présenté un petit peu le principe et l'utilité de la BTEG, les sources d'énergie que l'on peut raccorder dans la BTEG, et on vous a proposé 2 retours d'expérience sur eau de lac et sur eau usée. Aujourd'hui, nous sommes sur la deuxième session qui a une vocation plus technique. Donc, si vous voyez que vous avez des questions un peu sur le principe général et que vous n'étiez pas là la première fois, sachez que les présentations, les replays des 2 sessions et une foire aux questions vous seront envoyés. Donc, du coup, vous pourrez voir tout ce qui est un petit peu plutôt retour d'expérience et principes généraux. Vous aurez les réponses dans la première session. Donc, c'est juste que là, on voulait vraiment faire quelque chose de beaucoup plus technique. Le contenu donc, de cette session d'aujourd'hui, ça va être un zoom sur les aspects économiques, une partie sur les aspects juridiques,
Ensuite, on va regarder le fonctionnement vraiment plus technique de la boucle, notamment en surface. Comment intégrer dans un projet la boucle d'eau tempérée, donc quelles sont un petit peu les étapes pour gérer le projet. Puis, après la conclusion, nous aurons la session de questions-réponses. Nous allons donc maintenant passer à la première partie avec les aspects économiques. Et donc, je laisse la main à Astrid. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Astrid Cardona Maestro. Je travaille à l'ADEME, à l'Agence de la transition écologique, en tant qu'ingénieure fond chaleur géothermie et référente nationale sur la filière géothermie de surface et également sur les boucles d'eau tempérées à énergie géothermique. Donc, je suis basée à Sophia Antipolis. Donc là, l'objectif de cette première intervention, c'est de vous parler du soutien de l'ADEME au projet de boucle d'eau tempérée à énergie géothermique, puisque maintenant, depuis un peu plus de 10 ans, l'ADEME apporte un accompagnement aux porteurs de projets sur ce type d'opération, un accompagnement à titre de conseil, mais également un accompagnement financier. Donc, cet accompagnement financier peut se traduire et se manifester à deux niveaux. Dès les phases, je dirais, de réflexion du projet, dès les phases études, donc le porteur de projet peut mobiliser, solliciter l'ADEME. Et ensuite, quand la solution de boucle d'eau tempérée s'est avérée pertinente sur le plan technico-économique, on peut avoir une deuxième sollicitation auprès de l'ADEME pour obtenir des subventions, des aides à la réalisation, des aides aux investissements. Donc, comme je le précisais, vous pouvez solliciter l'ADEME pour obtenir des aides financières à la prise de décision. Donc, typiquement, ça concerne en termes de périmètre tout ce qui est étude de faisabilité de la solution boucle d'eau tempérée. Ça peut être donc des aides pour tout ce qui est étude de potentiel géothermique, l'étude des ressources géothermiques, la réalisation de tests de réponse thermique de terrain si on envisage une boucle d'eau tempérée qui échange sur un champ de sonde géothermique, et également des aides à la réalisation de fourrage d'essai sur nappe quand il s'agit d'une boucle d'eau tempérée sur fourrage sur nappe. Donc le seul critère, je dirais, et l'exigence attendue par l'ADEME concernant la possibilité d'accompagner financièrement ces études, c'est que le porteur de projet s'adresse à un bureau d'études qualifié. Et pour tout ce qui concerne les projets de BTEG sur sonde haut de nappe, un bureau d'études qualifié RGE Géothermie. Donc ça fait référence donc aux qualifications 20.13, ingénierie des installations de production, et 10.07, études des ressources géothermales, qui sont disponibles dans l'annuaire de l'organisme de qualification OPQIBI. Donc voilà, il faut recourir à un bureau d'études qualifié. Il faut également que la proposition du bureau d'études soit conforme au cahier des charges que préconise l'ADEME, pour, je dirais, bien étudier correctement la solution. Donc, vous avez toutes ces informations à disposition sur la plateforme Agir pour la transition. Et en termes de taux d'aide financière à ces études, sachez que vous pouvez escompter de 50 à 70% du coût des études, selon la nature du bénéficiaire. Pour faire simple, une collectivité pourra bénéficier d'un taux d'aide aux études à hauteur de 70% et une entreprise plutôt un taux d'aide à 50%. La seule condition pour pouvoir bénéficier de cette aide aux études, c'est de déposer son dossier de demande d'aide donc sur la plateforme Agir pour la transition, dont vous avez le lien là ici en bas de diapo, et surtout avant de s'être engagé auprès du prestataire que vous avez sélectionné. Voilà, donc ça, ce sont pour les aides aux études de boucle d'eau tempérée. Ensuite, deuxième étape, vous pouvez après solliciter l'ADEME pour des aides financières à la réalisation, des aides aux investissements. Donc juste pour rappeler, dans le cadre du Fonds Chaleur, depuis 2-3 ans, on a rendu éligibles donc, les opérations de boucle d'eau tempérée géothermique, donc celles qui échangent avec des champs de sonde géothermiques ou sur des forages sur nappe d'eau souterraine ou sur eau usée, soit en réseau d'assainissement,
soit sur effluent en sortie de station d'épuration, ou encore des boucles d'eau tempérées qui échangent ou valorisent l'énergie de l'eau de mer ou des eaux de surface. Donc ça, ce sont les opérations de boucles d'eau tempérées éligibles au fonds chaleur. On demande à ce que le projet puisse valoriser une quantité d'énergie renouvelable et de récupération supérieure ou égale à 200 MWh d'ENR par an, que la longueur du réseau d'eau tempérée soit supérieure ou égale à 200 mètres et que le taux d'ENR valorisé sur la boucle d'eau tempérée soit supérieur ou égal à 65%. C'est pour faire en fait le parallèle avec ce qui est exigé sur les taux d'ENR concernant l'accompagnement des réseaux de chaleur. Et puis pour s'assurer, je dirais, de la bonne performance de l'ensemble de l'installation de boucles d'eau tempérée, on exige d'avoir un COP global de l'installation qui soit supérieur ou égal à 3. Alors après, en termes de montant d'aide fonds chaleur aux investissements, sachez que quelle que soit la taille du projet de boucle d'eau tempérée, l'aide fonds chaleur sera calculée, déterminée par une analyse économique. Donc dans la majorité des cas, on est dans des projets de boucle d'eau tempérée avec contrat de vente de chaleur et ou de froid, ce qui fait que l'analyse économique va se baser sur le compte d'exploitation prévisionnel du porteur de projet. Et côté ADEME, on va faire une analyse de rentabilité avec nos hypothèses économiques et en essayant de fixer un TRI cible de 8%. Donc, ça va permettre d'ajuster le montant de l'aide fonds chaleur aux investissements. Donc ça, ce sont pour les projets de boucle d'eau tempérée qui sont associés à des contrats de vente de chaleur et ou de froid. Pour les autres projets de boucle d'eau tempérée où il n'y a pas de vente de chaud ni de froid, on procède à une analyse économique et on ajuste le montant de l'aide fonds chaleur de telle sorte à ce que le coût du mégawattheure chaud et froid délivré par la boucle d'eau tempérée devienne compétitif par rapport à une solution dite de référence qui couvrirait les mêmes besoins thermiques en chaud et en froid. Donc par solution de référence, j'entends par exemple une solution qui couplerait chaudière gaz et groupe froid RO. Voilà, là j'ai donné en fait, pour bien préciser les choses, j'ai rappelé comment on comptabilise la quantité d'ENR et R valorisée par une boucle d'eau tempérée. Donc vous avez la définition ici, ça correspond donc à la production de chaud et de froid assurée par les pompes à chaleur et ou les thermofrigopompes qui sont raccordés à la boucle d'eau tempérée, plus éventuellement la production de rafraîchissement par géocooling, desquels on va déduire toute la consommation d'électricité des compresseurs, des pompes à chaleur et thermofrigopompes. Et ça nous permet d'estimer la quantité d'ENR valorisée par la boucle d'eau tempérée. Et là, en termes d'accompagnement du porteur de projet, donc même condition que pour les aides aux études, vous devez faire un dépôt de dossier de demande d'aide aux investissements sur notre plateforme Agir pour la transition, et ceci avant tout engagement de travaux. Voilà. Donc, pour finir ma présentation, je voulais vous donner peut-être quelques chiffres sur l'ensemble des projets de boucle d'eau tempérée qu'a financé l'ADEME via le fonds chaleur. Donc, depuis une dizaine d'années, on a accompagné financièrement 27 projets de boucle d'eau tempérée via le fonds chaleur. Donc, ça correspond à des projets à des opérations qui sont déjà en fonctionnement ou en cours de réalisation et proches d'être mises en service. Sur le camembert que vous voyez, j'ai indiqué en fait la répartition des opérations de boucle d'eau tempérée en fonction de la ressource valorisée. Donc, vous voyez que la majorité des projets de boucle d'eau tempérée sont des opérations qui valorisent l'énergie des eaux usées ou des effluents en sortie STEP, suivies par les opérations qui valorisent des forages d'eau sur nappe souterraine, puis qui échangent avec des champs de sonde géothermiques. Et on a quand même 18% de boucles d'eau tempérée qui valorisent l'énergie de l'eau de mer. Alors, l'ensemble de ces 27 projets financés a permis de lever 216 millions d'euros d'investissement.
plus exactement de dépenses éligibles, ce qui a permis et qui ont été aidés, pardon, avec un montant d'aide global de 66,7 millions d'euros côté ADEME. Donc, ça représente un taux d'aide moyen côté ADEME de l'ordre de 30%. Donc, toujours pour donner un peu des ordres de grandeur sur les projets qu'on a pu financer. Donc, l'ensemble de ces 27 projets de boucles d'eau tempérées représente 51 km de réseau d'eau tempéré subventionnés, avec des projets très variables, puisque pour les plus petits projets, cela correspondait à des réseaux d'eau tempérés de 200 mètres de longueur, mais on a pu aller jusqu'à des projets mettant en œuvre 9000 mètres de boucles d'eau tempérées. Donc, c'est près de 166 gigawattheures par an d'ENR qui ont été valorisés sur ces boucles d'eau tempérées. Et on a vraiment des projets qui, dans leur majorité, correspondent à un mixte de bâtiments tertiaires et collectifs. Et pour la majorité d'entre eux, ce sont des projets qui sont implantés dans la moitié sud, mais pas que, puisqu'on a quand même financé des projets en Île-de-France, dans la région Grand Est, en Hauts-de-France et en Pays de la Loire. Donc au total, c'est plus de 2,9 millions de mètres carrés de surface de plancher desservis par des boucles d'eau tempérées, avec des granulots de projets très variables, de 4000 mètres carrés pour les plus petits projets, jusqu'à plus de 800 000 mètres carrés de bâtiments desservis par ce type d'opération. Et ce que je voulais dire pour conclure mon intervention, c'est vrai que on assiste là depuis ces derniers mois, voire ces 2 dernières années, vraiment à un intérêt croissant pour ce type de technologie, puisque là, dès à présent, on a 7 projets côté ADEME en instruction et un certain nombre d'études de boucles d'eau tempérées qui sont en cours d'instruction également côté ADEME. Donc, on voit vraiment que ce type de technologie, ce type d'opération intéresse les maîtres d'ouvrage et les porteurs de projets. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à vous rapprocher des ADEME régionales pour vous guider, vous accompagner dans vos projets, dans vos réflexions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Astrid. Nous allons maintenant passer aux aspects juridiques avec Robin. Oui. Bonjour à tous, merci Estelle. Bonjour à toutes et tous. Donc je me présente, Robin Fréjournet, chargé de mission juridique, charge de l'énergie à Amorce. Déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être vous présenter très rapidement notre structure, notre association. Donc Amorce, c'est une association de collectivités qui représente des collectivités territoriales sur les thématiques des déchets, de l'énergie, réseau de chaleur et de l'eau. Qui rassemble plus de 1000 adhérents, donc en grande majorité des collectivités, mais aussi des partenaires, donc bureaux d'études, cabinets d'avocats, entreprises, etc. Donc représentant un panel de collectivités sur l'ensemble du territoire, et donc avec pour mission d'accompagner ces collectivités dans des développements de projets, dans des réflexions en cours sur les aspects techniques et juridiques. Également de les informer via de la veille réglementaire et technique, et aussi de les représenter au niveau des instances nationales. Alors, on m'avait demandé pour aujourd'hui d'aborder quelques sujets juridiques sur les BTEG. Je vais procéder par sujet en balayant plusieurs sujets juridiques, sachant que il sera dur de tout résumer en 25 minutes, mais je vais essayer de faire au mieux. En commençant avec quelques rappels de définitions juridiques, et notamment de compétences pour les collectivités territoriales, les différents modes de gestion, et j'aborderai également rapidement la question du classement. Alors, avant de commencer, plutôt pour commencer, la première question à se poser, c'est la définition juridique d'une boucle d'eau tempérée énergie géothermique. Juridiquement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de définition explicite juridique de ces BTEG. Elles sont néanmoins assimilées
que ce soit d'un point de vue juridique et notamment par le ministère, à des réseaux de chaleur, un réseau de chaleur je veux dire classique au sens juridique, qu'on peut résumer ainsi un réseau de canalisation alimenté partir d'une ou plusieurs installations de production et alimentant plusieurs bâtiments en énergie. Donc on peut se baser sur cette définition pour assimiler une BTEG à un réseau de chaleur. Donc juridiquement, il y aura, voilà, dans les grandes lignes, il n'y aura pas de distinction entre une BTEG et un réseau de chaleur, à la fois dans la gestion, les aspects juridiques, le fonctionnement d'une boucle d'eau tempérée. Donc ça, c'est un premier point important qui nous emmène sur un deuxième point. Donc les points qu'on va voir là sont des points assez classiques au réseau de chaleur, des questions assez classiques au réseau de chaleur. Et donc la première distinction, la première définition qu'on peut faire, c'est distinguer les réseaux techniques, les réseaux privés et les réseaux publics. Alors, pour distinguer ces trois catégories, parce qu'on va voir que de la qualification à l'une ou l'autre de ces catégories, il y a des implications juridiques assez concrètes. Donc, pour bien distinguer ces catégories, la première question à se poser est de savoir s'il y a une vente d'énergie à un tiers, à au moins un tiers. C'est-à-dire que si le producteur qui détient la production du réseau de chaleur alimente ses propres bâtiments, on va être sur un réseau technique. Néanmoins, s'il y a une vente à au moins un tiers ou à une pluralité d'abonnés, ce qu'on va appeler les abonnés, alors ça va être un réseau ce qu'on va pouvoir l'appeler un réseau de chaleur. Et une fois qu'on aura ces distinctions, donc à droite sur mon schéma, il va se poser la question du portage du réseau. Est-ce que c'est porté par une collectivité? En quel cas, si ça remplit les questions les critères à la fois de vente et de portage par une collectivité, on qualifiera de SPIC, c'est-à-dire de service public industriel et commercial. Je reviendrai un peu plus tard sur cette notion. Ou bien, si c'est porté par une personne privée, ça va être un réseau privé, un réseau de chaleur privé, dont voilà, je ne m'étendrai pas forcément là-dessus. On va surtout évoquer les incidences juridiques d'un SPIC réseau de chaleur. Alors, pour compléter un petit peu ce raisonnement, c'est l'article L2224-38 que j'ai remis ici, en tout cas le premier alinéa que j'ai remis ici, qui réaffirme cette qualification de service public industriel et commercial d'un réseau de chaleur porté par une collectivité et dès lors qu'il y a vente, sachant que pour la qualification de SPIC, la jurisprudence du Conseil d'État rajoute des éléments sur la vente qui est un des éléments essentiels de la constitution d'un SPIC. Alors, donc c'est ce que j'ai remis ici avec voilà, écrit tel quel. Donc un réseau géré par une collectivité avec vente au moins un tiers sera qualifié de SPIC, alors qu'un réseau géré par une collectivité pour alimenter ses propres bâtiments sera considéré comme un réseau technique. Il y a plusieurs petites nuances à ça. Ça, c'est le grand principe. C'est ce que j'ai mis en dessous, c'est la livraison à un tiers à titre accessoire. On peut imaginer que la collectivité qui a un réseau technique, c'est-à-dire qui alimente ses propres bâtiments, puisse alimenter à titre accessoire un bâtiment d'une personne tiers. On peut par exemple penser à une commune qui a un réseau technique et qui alimente un bâtiment intercommunal présent sur son territoire. Ça peut être, suivant le montage qui est choisi, ça peut être considéré comme une activité à titre accessoire, une livraison à titre accessoire, et donc être quand même considéré comme un réseau technique. Je ne rentre pas forcément plus dans le détail. Et une autre nuance également, un autre exemple, en tout cas qu'on a souvent, c'est par exemple un bâtiment communal où il va y avoir des locataires. Le bâtiment appartient à la collectivité, mais qui loue ensuite, par exemple, à usage d'habitation ou de bureau, une certaine partie du bâtiment. Dans ce cas-là, et notamment s'il n'y a pas de vente au sens strict, c'est-à-dire que notamment les charges sont répercutées dans les charges locatives, ça pourra être quand même considéré comme un réseau technique, même si au final, in fine, il y a des tiers qui bénéficient de cette chaleur. Voilà, donc ça c'était
pour rappeler la distinction entre un réseau technique et un service public industriel et commercial de distribution de chaleur. Ce qui pose ensuite une autre question, la question de la compétence, puisque la compétence de création et d'exploitation d'un réseau de chaleur va être différente suivant qu'on soit sur un réseau technique ou sur un service public. Donc, dans le cadre d'un SPIC, donc d'un réseau avec vente, la compétence, elle revient en principe à la commune. C'est le même article, le 2224-38, qui, par principe, institue cette compétence à la commune, avec plusieurs possibilités de transfert. Première possibilité, enfin c'est pas une possibilité, c'est un transfert obligatoire mentionné par le code. Dans le cadre où la commune se situe dans une communauté urbaine ou une métropole, la compétence revient de droit à cette intercommunalité. Donc la commune est automatiquement dessaisie de cette compétence. Donc c'est-à-dire qu'elle ne peut plus réaliser un réseau de chaleur. Ce sera la métropole sur lequel elle est membre, dans lequel elle est membre, qui pourra réaliser et exploiter un réseau de chaleur. Pour les autres intercommunalités, les autres PCI à fiscalité propre, donc communauté de communes et communauté d'agglomération, mais également vis-à-vis des syndicats, c'est un transfert facultatif, c'est-à-dire que c'est le choix de la commune qui va pouvoir transférer cette compétence voilà, en fonction de son choix par délibération à l'intercommunalité, ce qui engendre les mêmes conséquences de se dessaisir de cette compétence. Donc, sur cette question de compétence pour un service public, il faut bien avoir en tête que cette compétence, quelle que soit la collectivité qui la détient, est une compétence facultative. Cela implique que la collectivité qui détient cette compétence n'est pas dans l'obligation d'exercer sa compétence, n'est pas dans l'obligation de créer ou d'exploiter un réseau de chaleur. Ça restera de son libre choix. La question qui se pose aussi, c'est est-ce que c'est une compétence partagée? Donc la réponse, j'ai déjà un peu évoqué, c'est a priori non, ce n'est pas une compétence partagée, puisque le transfert de compétences engendre un principe de spécialité et un principe d'exclusivité, c'est-à-dire que la collectivité qui détient cette compétence est la seule à la détenir. Alors j'ai mis ici plusieurs cas, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai d'autres sujets à aborder, sur les possibilités de transfert partiel d'une compétence, c'est-à-dire qu'une commune ne transfère qu'une partie de la compétence réseau de chaleur et en conserve une partie. C'est possible, notamment en fixant des critères assez précis, par exemple sur des seuils de puissance, pour des nouveaux réseaux ou pour des réseaux desservant plusieurs communes. On peut imaginer que l'intercommunalité a par exemple la compétence pour des réseaux qui desservent plusieurs communes et que la commune garde un réseau qui est uniquement sur son territoire. C'est juridiquement envisageable. Il est toutefois pas possible de dissocier la compétence investissement et fonctionnement. Ça peut pas être l'interco qui investit et la commune qui garde la compétence fonctionnement, ni même la partie production et distribution, sauf dans le cadre où la production, bon, alors ça s'applique pas à la géothermie, mais dans le cadre où la production est rattachée à une autre compétence, notamment on pense à la valorisation des déchets. Et dernier point sur cette compétence important à avoir en tête, c'est que cette compétence reste partagée pour les réseaux techniques. Donc là, ces deux dernières slides qu'on vient de voir, avec le schéma et ce rappel-là, concerne uniquement le service public de distribution de chaleur. Et pour les réseaux techniques, toute collectivité, commune, PCI, conserve la compétence de créer et d'exploiter un réseau technique sur son territoire. Ça, c'est un point à avoir en tête, c'est que les réseaux techniques ne sont pas concernés par ce partage de compétences, ces principes d'exclusivité, de spécialité de compétences. Du coup, pour revenir sur cette qualification de SPIC, du coup, dès lors qu'il y a vente, il y a plusieurs implications concrètes. Premièrement, c'est qu'il y a les principes du service public qui vont s'appliquer au fonctionnement, à l'exploitation du réseau. Dans ces quatre grands principes, le premier, c'est celui de la continuité, vis-à-vis de l'usager, qui doit bénéficier d'une continuité, alors qui est définie, ça ne veut pas dire une continuité à 100% sans interruption, mais avec des conditions d'interruption
prévus ou imprévus spécifiques et à prendre en compte dans la gestion du service. Également, un principe d'adaptation du service voilà, aux conditions d'évolution du réseau, des abonnés, etc. Un principe, et ça c'est très important, un principe d'égalité de traitement entre les abonnés, c'est le cas notamment au niveau tarifaire, c'est le cas dans les conditions de raccordement également. Ça, c'est un point à avoir en tête dans toutes les relations avec les abonnés. Et un devoir de contrôle, notamment dans le cas où ce service est géré en délégation de service public, la collectivité reste responsable et garde un devoir de contrôle vis-à-vis de ce service. L'autre obligation générée par la gestion d'un SPIC, c'est l'obligation de créer un budget annexe à la collectivité. C'est-à-dire que les SPIC ne peuvent pas avoir une activité et des mouvements budgétaires dans le budget général de la collectivité. Il doit y avoir un budget annexe rattaché à la collectivité gestionnaire, mais qui est à part entière, avec des règles budgétaires. Je ne m'étends pas sur le sujet, ce serait beaucoup trop long, mais notamment d'interdiction de versement d'un budget à un autre, sauf exception, notamment lors de la création du réseau, mais qui dans le fonctionnement du réseau est un budget à part, c'est-à-dire qui doit être équilibré notamment en recettes et en dépenses. Donc c'est aussi des éléments importants à prendre en compte. J'enchaîne pour essayer de pouvoir balayer tous les sujets. Également sur la TVA, l'implication de la vente, de la fourniture de chaleur et d'énergie dans le cadre de la vente. C'est bien sûr donc une activité de vente donc, qui est soumise à la TVA, quel que soit donc, le mode de gestion choisi, avec une distinction sur la part fourniture en fonction du R1 et du R2. Dans le cas du R1, donc, qui est proportionnel à la consommation, ça va dépendre essentiellement du taux de NR du réseau. Donc, dans un cas avec un réseau qui est à plus de 50% de NR, la TVA sur cette part R1 sera à 5,5%, donc un taux réduit, au lieu de 20% dans un cas d'un réseau en dessous avec un taux inférieur à 50% de NR. Sachant qu'évidemment, je le rappelle si besoin, mais le géothermie est explicitement, notamment dans le BOFIP, donc document fiscal qui permet d'interpréter ces dispositions, la géothermie est compris comme une source d'énergie renouvelable. Sur la part R2, à noter que dans tous les cas de réseau de chaleur, indépendamment du taux de NR, cette part R2 est soumise à une TVA réduite de 5,5%. Voilà, donc il y a juste cette petite distinction à avoir en tête. Ensuite, sur les différents niveaux d'implication possibles et les modes de gestion juridique d'un réseau de chaleur, on peut distinguer différents niveaux d'implication possibles. Ceux qui ont déjà assisté à des webinaires ou à des événements amorces connaîtront sûrement ce schéma qui résume un petit peu les différents niveaux d'implication des collectivités, qui va de la facilitation, de l'accompagnement, éventuellement des porteurs de projets ou des habitants, participation au financement, à la gouvernance sur un projet privé, ou bien une maîtrise de la gouvernance, voire une maîtrise aussi du financement et de la gouvernance, qui sont les deux niveaux qu'on va voir dans le schéma juste après, où on va prendre l'exemple d'une collectivité qui décide de s'impliquer dans le portage du projet, donc sur un réseau public de distribution de chaleur, avec le choix, je vais dire classique pour tout service public, de choisir entre une gestion déléguée ou une gestion directe d'un réseau de chaleur, d'un service public. Donc la gestion déléguée, ça va être tout ce qui va être affermage et délégation de service public, enfin concession plutôt, ou ce qu'on va appeler la gestion directe, c'est-à-dire en régie, donc ensuite avec des marchés sur plus ou moins de prestations en fonction des choix de la collectivité. Mais voilà, c'est ce distinguo à avoir en tête, qui est résumé un petit peu dans le tableau suivant sur la distinction entre régie, entre un mode d'implication le plus fort qui va être la régie internalisée et jusqu'à la concession. Donc ça permet de voir où le porteur de projet en rouge, donc là ça va être la collectivité, va être impliqué. Donc sur une régie internalisée, elle va être impliquée, elle va
notamment extérioriser la phase de travaux, conception et de réalisation de travaux, puisque voilà, elle n'aura pas les moyens internes, mais elle va gérer en interne toute la phase d'exploitation et de maintenance, ce qui ne sera pas le cas dans une régie externalisée, où elle pourra aussi externaliser cette prestation-là, enfin ces prestations-là. Ce qui ne sera pas le cas non plus dans un fermage, voire même dans une concession, où la part de l'opérateur ou des opérateurs sera plus forte, et où la collectivité aura, je vais dire, uniquement un droit de contrôle, comme on l'a dit, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors je passe assez vite sur ce tableau, sur la régie pour aller à l'essentiel et résumer. À noter que la régie directe, c'est-à-dire en gros vraiment le service interne de la collectivité, ce n'est pas possible dans le cas d'un SPIC, c'est uniquement possible dans le cas d'un service public administratif, ce qui est possible éventuellement pour un réseau technique, à noter. Si la collectivité fait le choix de ne pas vendre d'énergie à des tiers et d'avoir uniquement un réseau technique, elle pourra gérer ce réseau avec ses services internes sans créer de régie, sans créer de budget annexe d'ailleurs aussi, puisque ce ne sera pas considéré comme un SPIC. Par contre, dans le cas d'un SPIC, et ce sera les deux colonnes de droite, elle aura le choix entre une régie autonome ou une régie personnalisée. Donc en même temps que le budget annexe, elle a l'obligation de créer une régie avec une personnalité distincte, enfin avec ou sans personnalité, pardon, mais de créer une régie autonome, c'est-à-dire avec un budget annexe, voilà, et des conditions ensuite notamment d'organes de direction, nomination d'organes de direction et de personnel affiliés à cette régie, ou bien de créer une régie personnalisée qui va être un stade encore un peu au-dessus, et donc là avec une personnalité juridique propre distincte de la collectivité, toujours un budget propre également, et là des conditions de fonctionnement aussi un peu plus indépendantes de la collectivité. Si elle fait le choix, à l'inverse, d'une délégation de service public, donc c'est-à-dire d'extérioriser un peu plus ces prestations, la gestion du réseau, elle aura le choix entre une concession alors de travaux ou de services, je ne rentre pas dans la distinction, mais ça ne change pas grand-chose pour ce petit tableau, ou bien la fermage, sachant que ce qui va être la grosse différence, notamment, ça va être la partie investissement. Gros avantage de la concession, c'est souvent une des principales raisons pour lesquelles ce choix est fait, notamment sur des gros projets de réseau, c'est que l'investissement est porté par le délégataire, alors qu'en fermage ou en régie, il est porté par la collectivité, par le porteur de projet. Donc c'est évidemment un point important à prendre en compte. Ce qu'on constate, c'est que globalement, alors il y a toujours des exceptions, hein, mais c'est que globalement, les concessions sont plutôt réservées, en tout cas utilisées pour des gros projets de réseau de chaleur, et les régies plutôt pour de petits projets de réseau de chaleur. Et dans le temps qui me reste, je voulais évoquer également le classement des réseaux, puisque donc les BTEG sont assimilés à des réseaux de chaleur, juridiquement, elles sont concernées par le classement. Donc pour rappel, le classement des réseaux de chaleur, c'est une procédure qui permet d'obliger le raccordement de bâtiments neufs ou de bâtiments en cas de renouvellement d'une installation de chauffage au réseau de chaleur. Donc, jusqu'à il y a quelques mois, c'était une procédure volontaire de la collectivité qui pouvait délibérer pour classer son réseau avec 3 conditions pour pouvoir classer un réseau. Donc, il y a un réseau alimenté par plus de 50% d'ENR, un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison et un équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations qui peut être justifiée. Donc ça, c'est les 3 conditions du classement. Mais depuis la loi énergie-climat 2019, tous les réseaux, la loi énergie-climat a un peu inversé le raisonnement, on va dire. C'est-à-dire que, par principe, tous les réseaux qui respectent ces critères, et notamment le taux de NR à plus de 50%, sont classés automatiquement par arrêté. Et donc sont soumis à ce classement, ce qui implique plusieurs obligations pour la collectivité, qui va avoir le choix, et du coup c'est avec le schéma de gauche sur un réseau public, qui va avoir le choix de ne rien faire, c'est la case en violette, et le classement va s'appliquer selon les modalités par défaut,
c'est-à-dire sur le territoire de la collectivité, si c'est géré en régie, ou sur le territoire de la concession dans le cadre d'une DSP. Donc elle peut faire le choix de ne rien faire, de ne pas délibérer, de ne pas prendre de délibération, prendre acte de l'arrêté du classement du réseau, et les modalités par défaut s'appliqueront. Elle a ensuite deux choix d'action. Délibérer pour ne pas classer, c'est-à-dire délibérer en disant qu'elle refuse le classement, qu'elle ne souhaite pas que son réseau soit classé dans un délai qui est indiqué par décret. Ce qui peut relever de deux stratégies, soit une volonté explicite de ne pas classer son réseau, soit pour permettre à la collectivité, notamment dans le cadre aussi d'une DSP, de bien définir les contours de son classement et de délibérer ultérieurement pour classer son réseau, ce qui reste possible. Et ça revient à la case tout à gauche, où une fois que son réseau est classé, la collectivité peut délibérer pour classer et surtout définir ses modalités de classement différentes des modalités par défaut. Ça, c'est tout à fait possible. On le voit même en pratique là de plus en plus, sachant que la loi énergie-climat date de 2019, le décret d'application de 2022, avec les premiers arrêtés qui sont sortis, et sûrement certains d'entre vous sont concernés aujourd'hui, puisqu'il y a plus de 680 réseaux qui sont aujourd'hui classés. Et donc avec un arrêté qui sort tous les ans, voire 2 fois par an. Et à noter le dernier petit point, du coup, les réseaux techniques ne sont pas concernés par le classement, puisqu'il n'y a pas de vente, donc il n'y a pas un réseau qui a vocation à se raccorder, à avoir d'autres raccordements. Donc les réseaux techniques ne sont pas concernés par le classement des réseaux de chaleur, les classements systématiques des réseaux de chaleur. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation, c'était dense. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. Nous allons donc passer maintenant au fonctionnement technique de la BTEG avec Jean-Marc. Bonjour à tous, Jean-Marc Percebois, je suis directeur de projet chez Axanta et je vais vous faire la tâche donc d'expliquer le fonctionnement technique et surtout les points sur la régulation et des schémas hydrauliques. Je vais juste passer 2 slides, le premier qui permet de remettre le contexte un petit peu de la boucle. Donc une boucle tempérée, c'est des solutions géothermiques évidemment qui viennent récupérer de l'énergie pour les amener à des bâtiments, on le verra tout à l'heure, et toutes ces connexions en fait peuvent être, donc cet apport d'énergie peut être des sondes géothermiques, de la nave souterraine, des collecteurs d'eau usée, des rejets des stations d'épuration, des fondations thermoactives, des mers, du fleuve, des plans d'eau, enfin tout ce qui finalement permet d'aller récupérer de l'énergie. Mais l'intérêt aussi de la boucle, c'est de faire des transferts d'énergie entre ce qu'on récupère et ce qu'on envoie. Et donc, on peut injecter de l'énergie dans la boucle, dans des buts évidemment de stockage d'énergie, pour pouvoir les récupérer sur d'autres saisons, entre les saisons chaudes et les saisons froides. Donc, on peut récupérer du data center qui a des besoins de froid et donc du coup, lui rejette de la chaleur. Donc, on peut récupérer cette chaleur pour remonter la température de la boucle. Des besoins de froid de bâtiment qui sont différents qu'un besoin de data center, mais qui est du froid quand même. Donc, ce froid va forcément réinjecter du chaud. Et à l'opposé d'une climatisation réversible qui envoie du chaud dans la nature, et bien là, le fait, c'est de récupérer ce chaud sur des batteries à eau, et donc sur des packs eau, et donc de récupérer, de valoriser ce chaud, en tout cas, soit à l'instant T, soit déphasé dans le temps pour une autre saison. On peut faire aussi des appoints packs, que ce soit des packs air ou du solaire thermique. Je ne l'ai pas mis là, mais on peut faire des solaires photovoltaïques dans le sens où on peut alimenter des pompes à chaleur, on peut faire ce qu'on appelle du power to heat, c'est-à-dire que l'énergie électrique étant là quasiment gratuite, en tout cas beaucoup moins chère que connectée sur le réseau, et on connaît le débat actuel. On peut en profiter si on n'a pas besoin, ou si c'est des choix techniques de ne pas alimenter le bâtiment d'électricité, mais de stocker de l'énergie pour que les packs et le système se retrouvent dans les meilleures conditions en matière d'hiver, ce sera intéressant. Chaussée énergétique, j'aurais pu rajouter solaire, enfin tout ce qui permet aussi d'injecter de la chaleur. Et je l'ai dit dans mes phrases là, tout ça, ça fait des solutions de stockage et des stockages qui sont vraiment très intéressants à connecter, alors que souvent, dans ce genre d'exercice, quand il y a des bureaux d'études qui font des études, on a souvent je prends le parallèle avec des onglets dans Excel. On a l'onglet, je prends le cas de la réservoir de cube d'incendie, on a l'onglet incendie, jamais cet onglet incendie va discuter avec l'onglet énergie.
Et en fait, là, le but, j'aurais pu prendre d'autres exemples évidemment, mais le photovoltaïque, par exemple, c'est l'onglet électrique, et c'est rare quand l'onglet électrique vient travailler sur l'onglet énergie. Il faut en fait penser ensemble, en fait, au lieu de penser solution individuelle. Sur l'autre slide, c'est une reprise d'un visuel de la FPG qui permet de dire qu'effectivement, si cette boucle tempérée, elle peut être aussi bien à l'échelle de 2 bâtiments, puisque la définition d'une boucle tempérée, ça va être certainement dit à la première visio, à la première webinaire, mais la boucle tempérée, elle prend son sens dès qu'il y a déjà 2 bâtiments interconnectés entre eux pour de la mutualisation d'énergie. Mais elle peut prendre son sens évidemment, comme on l'a vu et qu'on va le voir, sur l'échelle d'une zone d'activité de 4 ou 5 bâtiments connectés ou un peu plus gros effectivement à l'échelle d'un quartier. Et on voit bien que dans le cheminement de cette boucle, on peut se retrouver des éléments qui peuvent injecter de l'énergie, d'autres qui peuvent en extraire, et donc ça permet de mutualiser ces énergies-là. Voilà, une fois ce débat placé, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le débat de comment on peut raccorder ça au niveau hydrauliquement. Donc sur le prochain slide, en fait, on a un schéma de principe. Alors c'est vraiment un schéma de principe, ça va faire sourire des gens évidemment, mais il faut commencer par du simple avant d'aller au compliqué. On a quoi? On a une source de captage géothermique, on a un local qu'on appelle de pompe de circulation, en tout cas, qui va pouvoir distribuer cette énergie, enfin transférer cette énergie soit en injection, soit en extraction d'énergie. Et on a des bâtiments qui sont interconnectés. Voilà, j'ai fait un schéma un peu plus simple où en fait je ne prends pas en compte qu'il y a des sources de captage intermédiaires entre les 2 bâtiments, par exemple. Mais ça permet de montrer qu'en fait il y a des bâtiments qui vont injecter du froid. Le bâtiment 1 injecte du froid en ce moment, là, et le bâtiment 2 injecte du chaud. Et effectivement, il va y avoir de la mutualisation de température qui va se créer dans la boucle de façon naturelle. Le chaud attirant le froid, c'est la physique appliquée. On va pouvoir échanger de l'énergie entre les bâtiments dans tous les cas, valoriser de l'énergie entre les bâtiments et surtout venir stocker de l'énergie. Mais le fonctionnement de base, tout simple, la boucle la plus simple, c'est en fait finalement le schéma d'un réseau de chaleur qu'on connaît dans le réseau de chaleur. Si on veut aller un peu plus loin dans les schémas, là je rentre, alors il ne faut pas prendre évidemment les schémas que je présente, c'est des schémas de principe, mais qui ne sont évidemment pas marqués dans du marbre. Il peut y avoir évidemment des multitudes de schémas, mais là c'est pour montrer qu'en fait à gauche on a la BTEG, qu'elle traverse, elle passe au droit du bâtiment, de chaque bâtiment, et on vient se connecter avec souvent, enfin un échangeur, c'est pas souvent, il faut mettre un échangeur pour des questions hydrauliques, on le verra tout à l'heure. Et en fait on vient maintenant dans le bâtiment, à l'échelle du bâtiment, on vient faire la production de ce bâtiment qui peut être multiple, où un bâtiment ne fait que du chaud ou que du froid. Bon, que du froid c'est très rare, à part un data center, mais sinon du chaud, et ou du froid, et ou de l'eau chaude sanitaire, et du coup avec plusieurs packs, une seule pack. Donc tout ça va pouvoir se connecter finalement avec 2 tubes sur la BTS, sur la BTEG, évidemment pour une connexion simple pour l'instant, avec 2 tubes. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que chaque bâtiment étant autonome, la BTEG n'impose pas quelque chose au bâtiment, c'est les bâtiments qui imposent à la BTEG, il faut le voir comme ça. Et donc, du coup, il n'y a aucune contrainte au niveau bâtiment, en fait, entre guillemets, c'est-à-dire que le bâtiment, lui, a sa production et sa propre production, indépendante de notre bâtiment. On ne va pas demander à un bâtiment 1 d'imposer une température au bâtiment 2, ce ne serait pas possible. Et donc, du coup, chaque bâtiment a sa propre régulation, a sa propre analyse fonctionnelle, a sa propre fonctionnement, et va venir ou pas interagir avec la BTEG. On peut comprendre aussi, si je vais, en restant sur ce slide toujours, si par exemple ce bâtiment-là, et c'est tout l'intérêt de la géothermie, dans la distribution, je vais sortir à peine un petit peu de la BTEG, c'est que si ce bâtiment travaille entre guillemets en thermofrigopompe, c'est-à-dire qu'en fait on va utiliser le chaud pour chauffer le bâtiment avec la PAC, et cette même PAC va produire du froid de fait, et ce froid, au lieu de le renvoyer dans la BTEG, on va utiliser dans le bâtiment. Donc en fait, la pompe à chaleur est en train de faire du chaud et du froid, et on valorise ce chaud et ce froid puisqu'on refroidit les ballons et on chauffe les ballons chauds et on refroidit les ballons froids. Et donc la PAC est en autarcie, elle n'est pas connectée en fait sur la BTEG. Mais dans ces cas-là, elle n'a aucune incidence sur la BTEG, mais à un moment, elle va pouvoir se reconnecter aussi, soit en extraction de chaleur, soit en extraction de froid, soit en réinjection de chaleur. Et de fait, on voit bien que la BTEG en fait n'est qu'un outil, un réceptacle d'énergie
ou qui va permettre d'interagir avec le bâtiment et n'est pas en fait dépendante d'un autre bâtiment. Ça c'est important parce qu'en fait, il ne faut pas croire que la BTEG en fait va imposer des choses au niveau des bâtiments. Donc ça c'est important à comprendre. On voit bien qu'en fait on est très libre dans chaque bâtiment. Je ne parle pas pour l'instant des températures d'émission, de froid ou de chaud qui va impacter évidemment la BTEG, mais par contre au niveau fonctionnement ça va être comme ça. Donc si on ne va pas plus loin, donc ça c'est la partie hydraulique, mais je reste simple aussi quand même, j'essaye de rester simple. En partie régulation, on voit bien que quand même, dans ce que je viens d'expliquer, il y a des bâtiments qui peuvent être connectés en chaud sur la BTEG, enfin injecter du chaud, il y a des bâtiments qui peuvent prendre de l'énergie, donc injecter du froid du coup, et il y a des bâtiments qui peuvent être au même moment, en thermofrigopompe, c'est-à-dire déconnectés de la BTEG finalement. Donc ça, il va falloir le gérer parce qu'en fait, la gestion en fonction des solutions de captage qu'on a mis, solutions fermées ou ouvertes, enfin voilà, je ne vais pas revenir dessus, et en fonction des injections d'énergie chaud ou d'extraction froid, il va y avoir des gestions de température à faire et des gestions de vitesse de débit dans cette boucle par le local de pompe, par la pompe de boucle. Alors quand je dis là, sur des gros BTEG, sur des BTEG, il y a forcément plusieurs pompes pour des questions de sécurité, mais en tout cas, il va falloir gérer ce débit dans cette boucle pour apporter à chaque bâtiment le débit nécessaire qui va permettre de transformer ce débit évidemment en énergie par les delta T et donc du coup gérer de façon très précise cette boucle. Parce que si en fait on est dans une solution où on n'est pas regardant sur l'énergie, la boucle va mener peut-être forcément trop d'énergie, donc consommer trop. Même si la consommation de la part de boucle est très faible par rapport à celle des bâtiments, mais si on est dans un monde d'optimisation, eh autant optimiser cette partie-là. Il va falloir effectivement amener, à notre sens, en tout cas et surtout à mon sens, d'amener l'énergie nécessaire à chaque bâtiment, pas plus, ou très légèrement plus, parce qu'en hydraulique, il vaut mieux faire le plus que le moins. En tout cas, si on fait moins, ça va impacter la sous-station, impacter le bâtiment en rendement, donc il faut amener autant un minimum, en théorie, un minimum ce qu'elle a besoin, mais peut-être un peu plus pour des questions de sécurité. Donc ça, effectivement, il y a des échanges entre les automates, et donc la partie régulation au niveau analyse fonctionnelle est importante parce que même si le bâtiment est entièrement autonome et en fait ne dépend pas d'un autre bâtiment, il dépend quand même de la boucle parce que si la boucle ne démarre pas, le bâtiment ne peut pas démarrer. Et si la boucle n'amène pas assez de débit au bâtiment, il va y avoir le régulateur du bâtiment va le voir de la production du bâtiment et donc il va y avoir un souci. Donc il faut qu'il y ait une interaction entre les automates pour que l'automate tout d'un coup de la sous-station du bâtiment vienne informer l'automate de la boucle qui dit attention moi oui tu as un débit mais moi j'en ai pas assez, il faudrait que tu m'en donnes un peu plus. Donc ça, il y a plusieurs approches qui peuvent être faites, donc je ne vais pas décliner les approches, et puis je vais dire chaque société qui agit dans ce monde-là va avoir ses propres réflexions avec les hommes et les femmes qui sont à l'intérieur de ces sociétés. Si on va un peu plus loin, j'explique ça dans un graphique en fait qui permet aussi d'avoir une notion de sécurité en fait quand on va démarrer. Alors le B.A.B.A. ça va faire paraître peut-être bête, mais pourquoi laisser tourner une pompe qui tourne dans une boucle alors qu'il n'y a aucune sous-station, aucun bâtiment qui en demande? Il y en a qui vont me répondre, peut-être dans le chat, oui, mais il y a toujours de la demande. Alors ça, c'est complètement faux. Pas des études, mais en tout cas, les mesures in situ des boucles, pour tous ceux qui font de la mesure avec de la data, on s'est rendu compte qu'effectivement, les foisonnements et puis les dimensionnements des installations et les besoins font que de toute façon, il y a pas mal de temps dans l'année. Quand je parle dans l'année, c'est évidemment dans une année où on est censé chauffer et une année où on est censé refroidir dans les saisons. Dans la saison de chauffage, sur les 230 jours d'hiver civil, si on prend cela, on va se rendre compte que pratiquement peut-être un tiers ou un quart du temps, on ne chauffe pas. En fait, il n'y a pas enfin, c'est pas qu'on ne chauffe pas, c'est qu'il n'y a pas de demande et tous les compresseurs de la sous-station et des sous-stations sont éteints. Si tout est éteint, pourquoi faire continuer des pompes qui consomment des kilowattheures à les faire tourner? Ça sert à rien, il faut les arrêter. Donc première étape, c'est qu'il faut arrêter les systèmes quand on n'a pas de demande. Dès qu'il va y avoir une demande, par contre, d'un compresseur que d'un seul, même au niveau d'un site, il va falloir que tout l'équipement se mette en route, que ça soit dans la sous-station, c'est-à-dire dans le bâtiment, et ça, le régulateur de la sous-station va détecter une demande et va forcément demander à une PAC de démarrer, donc va demander à des circulateurs internes à la sous-station de démarrer. Il faut que dans tout ce laps de temps où en fait les équipements vont commencer à répondre, quand on demande à une PAC de démarrer, elle ne démarre pas de suite, elle démarre dans les 2, 3, 4 minutes, ou 5 minutes, ça dépend.
Ça dépend des marques et des modèles. Et donc, mais bien avant, on sait qu'il y a une demande, donc il faut envoyer l'ordre à la pompe de boucle. Et donc, du coup, on va anticiper, c'est ce qui est dans la partie orange, enfin la partie jaune, le zoom, c'est-à-dire qu'on a une demande de l'association 1 sur le premier, ben, déjà on enclenche la pompe de boucle, avant que, évidemment, la demande enfin, de la production de chaud ou de froid dans chaque bâtiment. Et donc, ça veut dire qu'on va anticiper les demandes et anticiper les arrêts. Et anticiper aussi les niveaux de puissance, parce qu'un automate de sous-station est capable, en tout cas pour nous, est capable de savoir s'il va bientôt enclencher un deuxième compresseur, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et donc, du coup, il faut informer à chaque fois pour être en phase avec la demande de chaque bâtiment, que la boucle soit en demande, en phase avec la demande. Alors, c'est important d'avoir cette notion en compte, parce que c'est cette première étape déjà qui permet d'avoir une analyse fonctionnelle, qui permet de dire je prends bien en compte les besoins de chaque bâtiment, je les reporte sur la boucle, et comment j'interprète et comment je vais analyser cette demande. Sachant que dans une boucle, si on va sur l'autre slide, on va se rendre compte qu'il y aura des interconnexions évidemment entre chaque bâtiment, et ces interconnexions en fait vont, le bâtiment 1 va peut-être impacter le bâtiment 2 et inversement, parce qu'il va y avoir des mélanges de températures. On voit bien que s'il y en a un qui est en train de faire du froid dans la boucle et l'autre qui est en train de faire du chaud, il y a une branche qui va être un peu plus chaude, l'autre qui va être un peu plus froide, et à un moment, à la connexion des deux, c'est-à-dire à la connexion du bâtiment 2, du bâtiment 1 qui va vers le captage, il y aura forcément un mélange de température. On s'est rendu compte que sur des boucles, et c'est normal, hein, quand il y a un bâtiment qui fait du froid et un bâtiment qui fait du chaud, finalement, au niveau du captage, la température s'équilibre et il n'y a pas de delta T. En fait, on se retrouve avec un delta T nul. Et du coup, pourtant, le delta T sur le bâtiment 2, ben, il fait 5 degrés de delta T. On envoie de l'énergie, on rentre, je dis n'importe quoi, à 20 degrés, on ressort à 25. Et en fait, dans le bâtiment 1, on rentre à 20 et on ressort à 15, l'inverse. Et en fait, à la sortie, ben, vous rentrez à 20 et vous sortez à 20. Et en fait, on ne peut pas avoir une notion de régulation par delta T, en tout cas pas tout le temps. Donc on voit bien que ces gestions de régulation, autant il y a une régulation de delta T au pied du bâtiment, qui est très importante parce que pour que les packs fonctionnent, il faut qu'il y ait un delta T de fonctionnement sur les packs. Autant sur la boucle, il peut y avoir du delta T si on est tous les bâtiments en froid, tous les bâtiments en chaud, mais si on a de la mixité d'énergie, c'est-à-dire des bâtiments qui font du chaud, des bâtiments qui font du froid, on va être obligé de traiter la boucle, l'apport de l'énergie à chaque bâtiment différemment. Donc il va falloir avoir une notion de puissance pour justement, de temps en temps, enfin, avoir quelle puissance est en train d'envoyer ce bâtiment dans la boucle ou qu'elle est en train d'extraire. Parce qu'en faisant la somme des puissances, on peut retrouver donc un débit qu'on a besoin dans la boucle. Et dans ces cas-là, on apporte à la boucle, à chaque bâtiment, le débit associé à la somme des puissances et pour chaque bâtiment, la puissance qu'il a besoin. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a plusieurs façons de réguler des delta P en delta de pression. Historiquement, c'est fait comme ça sur des réseaux. Mais sur la boucle tempérée, étant donné qu'il y a la notion d'injection aussi de chaleur, on s'est rendu compte que d'avoir de la gestion par niveau de puissance, par enclenchement de compresseur, on est beaucoup plus fin, on est beaucoup plus très proche de la puissance qu'a besoin chaque bâtiment. Et de ce fait, on a des régulations très fines sur la boucle. Et sans avoir, évidemment, quand je dis très fine, c'est qu'on n'a pas de surconsommation de la boucle et que la boucle devient quasiment epsilon en consommation. Elle représente peut-être 1 ou 2% de la consommation générale du site, donc c'est très peu, quoi. Alors on peut dire pourquoi on s'embête si finalement ça demande 1 ou 2%. Non, c'est simplement qu'en fait, c'est quand même aussi très moral. Hein. C'est pourquoi aller consommer des consommations, et surtout dans un débat actuel, pourquoi aller consommer des consommations quand même qui demandent des kilowattheures. Et j'en reviens, c'est surtout aussi sur les arrêts. Hein. On s'est rendu compte qu'il y avait des boucles qui tournaient H24, alors ça ne sert à rien. Quand il y a 15 jours d'arrêt de production, ça ne sert à rien. Une fois que tout ça dit, on se rend compte que tous les bâtiments doivent discuter avec la boucle. Alors c'est un exemple de réseau un peu schématique, mais il y a bien, on voit bien. Alors ça c'est un cas concret, c'est une boucle tempérée qui est à Aubervilliers, qui est sur Jump à côté du village olympique, enfin pas loin du village olympique, là où il y a les bureaux qui s'occupent de Paris 2024. C'est une boucle tempérée où il y a un hôtel qui va être mis en service la semaine prochaine. Il y a des bureaux qui sont côte à côte, il y a une armoire et il y a
des sondes géothermiques qui vont alimenter les deux. Il y a des GTB. Donc, on voit bien que les mondes de la GTB doivent discuter aussi avec la production. Les gens de la production doivent discuter avec la GTB. Et ces trois armoires, c'est une armoire qui vient de régulation, qui vient gérer la boucle en bas. Et en haut, vous avez les deux armoires de bureau et d'hôtel, qui chacune sont les armoires de production où il y a les packs à l'intérieur. Tout ça doit discuter ensemble pour prendre les décisions que je viens d'expliquer, pour savoir s'il faut envoyer du chaud, reprendre du froid, envoyer à la GTB pour les affichages, quels sont l'état de chaque de leur propre bâtiment. Donc on voit bien que cette partie réseau est aussi importante, parce qu'il faut que tout discute ensemble. Alors qu'on n'a pas forcément ça dans un réseau, parce que souvent dans un réseau, peut-être qu'il y en a qui me contrediront, et tant mieux, hein, souvent dans un réseau, l'apport d'énergie finalement est une pompe de distribution, en tout cas un système de production qui envoie de l'énergie. En fait, c'est les sous-stations avec les échangeurs qui sont finalement en autarcie et prennent de l'énergie s'il y a besoin, quoi. Donc, de ce que je vois et par historique, il y a beaucoup moins d'architecture de réseau, même si je pense qu'aujourd'hui, dans les réseaux V2.0, V3.0, s'il y en a, évidemment, il doit y avoir de plus en plus de dialogue entre les sous-stations et les productions. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je pense que j'étais à peine un peu plus rapide. Très détente. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que cette partie peut soulever quelques questions. On verra dans le chat. Je pense aussi. Et donc, ouais, je pense aussi. Donc, on répondra à ces questions donc, à la fin. Et nous allons maintenant passer à l'intégration dans un projet avec Juliette. Merci. Bonjour, donc je suis Juliette Lostis. Je suis chef de projet et responsable développement pour l'activité de production chaleur et froid pour les écoquartiers et l'immobilier en général chez E.ON. Et donc, je vais vous parler d'un projet concret qui est en cours d'installation. Mais je voudrais commencer par vous dire 2 mots sur E.ON. Donc, E.ON, c'est une société européenne qui tient ses origines en Allemagne, qui est très présent globalement en Europe, et qui avait initialement donc une activité similaire à ce que fait EDF en France, qui a changé de stratégie pour se concentrer sur 2 activités. Donc, une activité sur la gestion donc de réseaux électriques et de réseaux de gaz, qui est évidemment une activité qu'on n'a pas en France, étant donné le contexte de l'énergie sur le territoire. La deuxième activité du groupe, qui concerne les solutions clients pour décarboner leur site. Donc, on développe des solutions bas carbone exclusivement pour produire chaleur et froid à destination finalement de toute typologie de bâtiments qui peuvent exister, et autant dans de la construction neuve que dans de la rénovation. Le modèle qu'on porte, c'est de la solution donc clé en main avec le portage du financement qu'on adapte sur mesure en fonction des besoins de nos clients. Sur chaque projet, on va étudier les ressources disponibles, les besoins du bâtiment et proposer la solution qui répond au mieux à ces besoins, tant sur les aspects techniques que sur les aspects de performance environnementale, mais aussi économiques. Donc maintenant, pour rentrer un peu dans le détail de la mise en œuvre concrète d'un projet type BTEG sur ce modèle d'opérateur énergétique. On travaille avec le groupe Kaufmann & Broad et sa filiale Aménagement et Territoire, donc, qui est spécialisée dans l'aménagement, sur un nouvel écoquartier qui est en train de voir le jour à Reims, qui est construit sur une ancienne friche industrielle, qui représente à peu près un peu plus de 80 000 mètres carrés de nouvelles constructions, avec des ouvrages mixtes, donc du logement, du tertiaire, de l'enseignement supérieur, et qui va nous permettre, vous le verrez après, d'avoir donc la mixité d'usage qui a été évoquée dans les précédentes présentations, et qui donne tout son sens à la pertinence de la BTEG dans ce type de projet. Les ambitions de Kaufmann & Broad sur ce projet-là, c'était on va dire les ambitions principales, c'était d'avoir une solution vertueuse qui respecte l'environnement et une tarification pour les abonnés qui soit la plus compétitive possible. Et c'est donc ce qu'on a réussi à proposer dans ce projet.
On va y revenir un petit peu après, mais je vais vous parler d'une BTEG un petit peu particulière qui s'appelle Ectogrid et qui est un concept qui a été développé par le groupe E.ON, donc qui va regrouper les items principaux d'une BTEG avec quelques évolutions techniques qui permettent d'optimiser, d'aller plus loin dans l'optimisation du système et qui nous permet ici d'obtenir un taux d'énergie renouvelable de l'ordre de 70%. En combinant donc des sources géothermiques, du stockage et également une brique de photovoltaïque qui alimente nos pompes à chaleur. J'ai dans la slide suivante donc un petit plan masse du projet où vous voyez qu'on a donc une dizaine de bâtiments, ce qui est une taille tout à fait cohérente pour la mise en œuvre d'une BTEG, avec des usages mixtes comme je vous le disais, et notamment l'école de commerce Neoma qui représente une bonne partie des surfaces construites, mais aussi donc plusieurs bâtiments de logement, de résidences gérées, et les magasins généraux qui sont donc le bâtiment emblématique du quartier et dont les façades sont conservées et l'intérieur complètement rénové pour accueillir des activités type coworking et restauration. Donc la dimension du projet, comme je vous disais, c'est de l'ordre de 80 000 m². Ça représente à peu près 2,5 gigawattheures par an de chauffage. Et vous le voyez en bas à droite, on a à la fois ces besoins de chauffage et eau chaude sanitaire, mais aussi des besoins de froid et de free cooling sur lesquels je vais revenir, qui encore une fois donnent toute la pertinence à l'installation d'une BTEG. Comme je vous le disais, la BTEG sur laquelle on travaille dans le cadre de ce projet est un petit peu spécifique. Donc on va retrouver les éléments constitutifs d'une BTEG classique, à savoir donc un réseau unique qui vient alimenter l'ensemble des bâtiments et qui permet de faire à la fois du chaud et du froid. Des pompes à chaleur en pied de chaque bâtiment qui vont permettre de rehausser ou baisser la température pour atteindre le niveau qui est attendu par les émetteurs. Et qui du coup peut être différent d'un bâtiment à l'autre. Les trois différences principales avec les BTEG classiques, c'est finalement la partie pompage, où là on décentralise complètement le pompage, donc on n'a plus cette pompe de circulation de la boucle, mais chaque bâtiment va venir prélever sur le réseau les calories dont il a besoin à l'instant T. Ça permet de réduire les consommations électriques et optimiser le rendement global du système. En complément, on met en œuvre un système de stockage de basse température de l'énergie qui va permettre, le cas classique c'est en été, de récupérer la chaleur fatale issue du fonctionnement en climatisation des bâtiments tertiaires, de charger ce stockage en énergie, donc de le faire un peu monter en température, et de pouvoir décharger cette énergie dans la boucle en période donc plutôt nocturne, quand on va faire les recharges de ballons d'eau chaude sanitaire pour les logements. Ça permet en fait d'optimiser les transferts d'énergie entre les bâtiments quand on a ces besoins en froid et en chaud, mais qui ne sont pas concomitants. Et la dernière brique innovante de ce système, c'est toute la partie pilotage qui va permettre notamment d'optimiser ces phases de charge-décharge de l'unité de stockage. Donc, dans le cas de Reims, vous avez donc sur la slide qui va arriver, de manière très schématique, comment on a intégré ce système pour répondre aux besoins spécifiques du site. Pour atteindre donc ce que vous voyez sur la droite, à savoir donc un mix énergétique qui est 70% ENR, vous constaterez donc que la partie ENR est portée fortement par la géothermie, avec un complément en aérothermie, donc en pompe à chaleur sur air, qui vient compléter l'apport de la géothermie, notamment lors des pics de froid ou des périodes de canicule. Et vous identifiez donc sur la partie haute, tout en haut à droite, tout ce qui est optimisation finalement du système avec gestion des transferts d'énergie entre les bâtiments, que ce soit par l'unité de stockage ou directement dans le réseau.
Et évidemment, la part non ENR correspond à l'électricité qui est prise sur le réseau public d'électricité, qui est considéré comme une énergie carbonée fossile, enfin, plutôt fossile, pardon. Si je reviens donc un peu sur la gauche de la présentation, je vais ensuite rentrer dans le détail de chaque élément, mais on retrouve donc sur la gauche les éléments qui permettent d'équilibrer la boucle, donc finalement d'apporter à la BTEG des calories ou de venir en récupérer en fonction de l'équilibrage. Et sur la droite, tout ce qui va être décentralisé, donc à l'intérieur des bâtiments, avec nos locaux techniques qui prennent en compte notamment les pompes à chaleur. Donc, pour vous donner une idée un peu concrète de à quoi ça ressemble finalement ce type d'installation, je vais commencer par ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments qui sont alimentés par la boucle. Donc, dans chaque bâtiment, on a besoin de mettre en place un local technique qui va accueillir les pompes à chaleur. Donc, pour rappel, ces pompes à chaleur, elles ont vocation à récupérer les calories de la boucle et à adapter la température pour qu'elle soit cohérente pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, éventuellement de froid, de climatisation, donc quand on parle de tertiaire principalement. Et ces pompes à chaleur, elles ont besoin d'électricité pour fonctionner. Donc, ce qu'on a proposé sur ce projet, c'est d'installer des petites centrales photovoltaïques en toiture des bâtiments qui sont complètement dédiées à l'installation de production de chaleur. Donc, ils vont alimenter en direct nos pompes à chaleur. Et dans le cas de ce projet, on les a dimensionnés pour que 100% de l'électricité qui est produite par ces panneaux soit consommée directement par la pompe à chaleur, donc sans système de réinjection sur le réseau public. Petite subtilité sur ce projet-là, mais qui est importante, en tout cas dans le contexte actuel. On a proposé, et ça a été une solution qui a été retenue, de mettre en place dans les logements un système de free cooling, donc c'est-à-dire qu'on vient récupérer finalement directement sur la boucle, simplement avec un échangeur. On vient alimenter donc des planchers qui sont chauffants et rafraîchissants, qu'on vient rafraîchir de manière complètement passive, donc sans passer par la pompe à chaleur, juste en faisant circuler l'eau fraîche de la boucle d'eau tempérée. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments. Maintenant, je remonte un petit peu sur la partie distribution, donc distribution de l'énergie entre ces bâtiments. Comme on vous le disait, on retrouve un réseau de tubes, un aller, un retour, mais qui permet de générer toutes les énergies, eau chaude, sanitaire, chauffage, climatisation et rafraîchissement. Qui sont généralement des tubes en PE, donc en matière plastique, qui n'ont pas besoin d'être isolés puisque finalement l'énergie transite à basse température, donc approximativement à la température du sol, ce qui est assez différent de ce qui est mis en œuvre dans le cas de réseaux de chaleur ou de réseaux de froid, qui nécessitent des dispositions spécifiques d'isolation de réseau pour rester performants, et qui, dans la mise en œuvre, sont plus difficiles à installer. Je remonte encore un petit peu la chaîne, donc au niveau des systèmes de production. Vous voyez qu'on a plusieurs systèmes de production. La raison principale, c'est que dimensionner une géothermie pour 100% du besoin, c'est rarement l'option la plus équilibrée techniquement et économiquement, donc on préfère multiplier les sources. Et l'idée dans le fonctionnement, c'est que finalement, on va prioriser l'utilisation des sources les moins énergivores et au fur et à mesure que le besoin augmente, aller chercher les sources qui nécessitent plus en l'occurrence, de dépenses en termes d'électricité. Donc, on va d'abord essayer de générer un maximum d'échanges de chaleur à l'intérieur des bâtiments, puis entre les bâtiments sur le réseau. Ensuite, on va utiliser notre unité de stockage basse température qui, comme je vous le disais, peut se charger en calories et décharger dans le temps. Ensuite, on va avoir la géothermie, donc qui est quand même notre source d'équilibrage principale. Sur ce projet-là, on est sur une géothermie sur nappe. On a la chance d'avoir un gisement qui est particulièrement intéressant pour répondre aux besoins du site.
Et quand la géothermie n'est pas suffisante, on a un appoint donc sur R qui vient apporter des calories supplémentaires à la boucle. Je vous l'expliquais tout à l'heure, on a aussi donc tout un système digital une couche digitale par-dessus ce système physique qui vient finalement gérer l'appel aux différentes ressources, donc la priorisation des ressources les plus vertueuses par rapport à celles qui sont plus consommatrices, qui va aussi avoir une fonction de prédiction des besoins par rapport aux usages et par rapport aux données météo. Donc c'est un système qui va apprendre au fur et à mesure dans le temps, puisque là on est sur des projets qui durent 20, 25, 30 ans. Donc il va apprendre de l'usage des occupants et du lien avec les conditions météorologiques et qui va permettre de faire fonctionner le système au mieux et d'anticiper les besoins. Donc j'espère que sur le système, ça vous paraît relativement clair. Je vais terminer donc juste sur une frise chronologique qui détaille le déroulé du projet, donc vraiment le projet des magasins généraux. Donc c'est un projet qui pour nous a démarré fin 2020, mais qui pour Aménagement et Territoires, donc qui porte le projet d'aménagement, a démarré plutôt en 2019 avec l'autorisation de la cession du terrain par la ville. Aménagement et Territoires a ensuite fait réaliser une étude ENR qui a été complétée par une pré-faisabilité géothermique qui a conclu sur un potentiel géothermique intéressant, ce qui leur a donné envie de consulter plusieurs opérateurs énergétiques dont E.ON pour proposer une solution de valorisation de cette ressource géothermique. La solution qu'on a proposée, je viens de vous la présenter, donc une BTEG type Ectogrid. On a été sélectionné donc sur cette technologie pour son côté innovant, ses performances environnementales et aussi sur le prix pour les futurs abonnés qui était compétitif. Donc ça c'était à peu près donc en 2021 et il y a un an on a réalisé donc le forage de reconnaissance qui permet de tester la ressource géothermique, donc qui consiste à physiquement réaliser un forage géothermique qui deviendra un forage définitif, donc dans les conditions réelles, et qui nous a permis de conclure sur le potentiel réel de la nappe qui, en l'occurrence, était cohérent avec les études et qui permet de sécuriser donc, la suite du projet. Donc là, aujourd'hui, Aménagement et Territoires a démarré les travaux de désamiantage et les démolitions. Et cet été, on travaille donc en cohérence avec le lot VRD de l'opération pour poser l'ensemble de nos réseaux, donc le réseau géothermique entre les différents puits et notre BTEG, en mutualisant finalement les ouvertures et fermetures de tranchées pour optimiser les coûts de travaux. Les livraisons sont prévues, donc échelonnées entre 2025 et 2026, et c'est un élément qui est intéressant aussi des BTEG, c'est qu'on a la capacité de venir rajouter des bâtiments au fur et à mesure sans difficulté, vu que les productions sont portées dans chacun des bâtiments. Donc là, en l'occurrence, on est sur un projet qui se fait de manière assez rapide, mais pour les projets pour lesquels les constructions se font de manière très échelonnée, c'est une bonne solution aussi pour développer ce type de réseau. La conclusion que je voulais faire sur cette slide, c'est de vous dire que intégrer une BTEG dans un projet d'aménagement comme celui-ci, c'est tout à fait réalisable, évidemment. Ça nécessite néanmoins de le prendre en compte assez tôt dans le projet, puisque comme vous voyez, ça prend du temps de trouver la bonne solution technique, de venir vérifier que la ressource est effectivement à la fois présente et suffisante pour répondre aux besoins du site. Et que c'est pas au moment de lancer le pro DCE des bâtiments qu'il faut se poser la question d'installer une infrastructure énergétique, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une BTEG ou d'un
ou d'un réseau de chaleur globalement. Donc, faut pas hésiter assez tôt dans le processus à commencer à évaluer les ressources disponibles sur le site et envisager de travailler sur un système de réseau avec un opérateur ou sur d'autres modèles économiques. Je suis arrivée au bout de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Donc, nous arrivons sur la fin des présentations avant la session de questions-réponses et je donne la main et la parole à Noé. Oui, bonjour à tous ou rebonjour pour ceux que j'ai déjà salués en début de session. Donc, je suis Noé Imperadori, je suis l'animateur de la filière géothermie en Grand Est, donc un des co-organisateurs de cet événement. Et moi, je prends la parole pour conclure cette session de webinaire. Alors tout d'abord, remercier déjà tous les intervenants pour leur présentation vraiment très pertinente et intéressante. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui et sur la première session de webinaire également. Vous précisez également que l'ensemble des présentations et des 2 sessions en replay seront disponibles et vous seront transmises à l'issue de ce webinaire. On va passer à une phase de questions-réponses. Simplement, juste avant de lancer la phase questions-réponses, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions dans le chat. Je suis désolé, moi ça a un petit peu bugué de mon côté le chat, donc il y a eu quelques soucis, j'espère que je les ai toutes. Pour vous préciser également qu'en fait, on a décidé d'aborder le sujet de la VTEC parce que ça nous semble toujours d'ailleurs être une solution innovante et qui permet et qui permettra de répondre aux défis environnementaux qu'on connaît aujourd'hui et qui arrivent à une vitesse folle. Et ce type de présentation, de webinaire rentre tout à fait dans le cadre d'un plan d'action qui a été édité par le gouvernement début février. Donc voilà, il apparaît juste là. Alors je le détaillerai pas aujourd'hui parce que bien sûr c'est des documents qui font quelques dizaines de pages, qui reste quand même tout à fait accessible. Il faut savoir qu'en fait, en octobre, le Haut Commissariat au Plan a établi un rapport sur la géothermie de surface, montrant la puissance justement de cette énergie renouvelable sous-exploitée et tout le travail qu'on avait devant nous pour exploiter au mieux cette solution. Et du coup, à l'issue de ce rapport, un plan d'action assez ambitieux a été établi et est sorti le 2 février dernier pour développer la filière géothermie au sens large. Et dans ce plan d'action, donc il y a 6 actions phares qui vous sont présentées donc juste là. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement a vraiment une volonté de développer la géothermie. D'où notre présence en tant qu'animateur et animatrice de la filière géothermie et ce genre d'intervention. Donc pour reprendre ce que vous a précisé Estelle en début de session, on existe pour répondre à vos sollicitations par rapport à la géothermie et on est aussi accessible en termes de sujets à aborder, c'est-à-dire que si vous avez des questions et des sujets qui vous semblent pertinents à présenter en webinaire, comme ça a été le cas sur les 2 sessions dédiées à la boucle d'eau tempérée, et ben n'hésitez pas à vous rapprocher de l'animateur régional. Donc on a un certain nombre d'animateurs qui sont présents aujourd'hui à la session, et je pense qu'ils vont pouvoir du coup vous allez pouvoir les apercevoir à la phase juste après de questions-réponses pour apporter quelques éléments concrets. Alors justement pour cette phase de questions-réponses, je suis désolé par avance si on ne peut pas aborder toutes les questions qui auront été posées.
Mais sachez qu'on vous laisse le contact du coup des intervenants dans les différentes dans la présentation. Vous n'hésiterez pas à revenir vers nous et en plus de ça, on va reprendre l'ensemble des questions qui auront été posées sur les 2 sessions pour vous proposer une foire aux questions qui sera diffusée également sur le site de géothermie.fr et très probablement sur le site de l'AFPG. Donc voilà, vous pourrez avoir accès à toutes les informations liées à ces 2 webinaires. Alors pour un moment certainement très attendu, donc la partie questions-réponses, il y a eu beaucoup de sollicitations. Dans les événements à venir, on pourra laisser la parole à Robin si tu es encore là, Robin, pour peut-être présenter la slide que tu nous avais mis en complément par rapport à Amorce, juste Oui, avant la phase merci. questions-réponses en 2 minutes. Merci Noé. Très rapidement, effectivement, donc Amorce donc met à disposition, j'en ai mis une sur le chat, sur le classement tout à l'heure, mais à la fois des ressources documentaires, donc des publications qui sont plus ou moins techniques, juridiques, ou également d'aide à la prise de décision. Et puis on organise nous aussi des webinaires thématiques sur les réseaux de chaleur, que ce soit juridique ou technique. Et puis notre événement annuel qui réunit tous nos adhérents côté énergie, donc essentiellement des collectivités, notre colloque énergie donc, qui a lieu le 6 avril à Paris. Donc pas que sur la thématique réseau de chaleur, mais qui aborde cette thématique-là. Donc j'invite à regarder le programme et on a un autre événement, alors plutôt en décembre, généralement, les rencontres réseau de chaleur que nous organisons. Donc voilà, je vous invite à aller regarder le programme si ça vous intéresse. Merci Noé. Avec plaisir. Donc voilà, c'est pour présenter qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ces thématiques-là, qui existent sur les territoires aussi bien régionaux qu'au national. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Alors, on va essayer de reprendre un petit peu dans l'ordre les différentes questions qui ont été posées. Je sais que beaucoup d'entre elles ont été. Oui. Oui, du coup, je voulais te proposer, Noé, de reprendre quelques-unes que j'ai listées lorsque j'ai trouvé. Il y a certaines qui ont eu des réponses, mais tout le monde n'y a pas forcément eu accès parce que c'est compliqué de suivre à la fois le webinaire et le chat. Du coup, je te laisse m'indiquer, Noé, si ceci te convient comme façon de procéder. Très bien, très bien. Je te laisse la main, du coup, Xavier. Parfait. Alors, j'ai noté lors de la présentation qui a été faite par l'ADEME qu'il y a eu des questions au sujet de la possibilité ou non de déroger aux 200 MWh par an, voire aux 200 mètres de réseau, dans le cadre des contrats chaleur renouvelables, avec également une interrogation sur la volonté ou non de créer des aides au forfait. Donc, je pense que cette question est pour Astrid, qui avait apporté déjà un élément de réponse. Alors, merci Xavier. Oui, effectivement, concernant la mise en place d'aides forfaitaires pour les plus petits projets de boucle d'eau tempérée, l'ADEME y réfléchit. Il faut voir que pour l'instant, on n'a peut-être pas encore suffisamment de projets qu'on a financés pour, je dirais, définir les forfaits les plus pertinents, les plus adaptés. Comme vous avez pu le voir dans ma brève présentation, on a quand même des typologies de projets qui sont très différentes, puisque sur certains projets, on va valoriser l'eau de mer, sur d'autres, vraiment, la valorisation sur champ de sonde, sur eau de nappe. Et ça, vous pouvez facilement comprendre que déjà, les coûts d'investissement associés à la partie captage de la ressource géothermique va être très, très différente selon le type de ressource géothermique utilisée. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on a encore un petit peu de mal à calibrer des forfaits, mais on n'exclut pas l'idée, dans l'objectif vraiment de massifier, de développer ce type d'opération. Et on est bien sûr ouvert à tout retour de votre part pour enrichir ce travail d'analyse sur les forfaits. Donc, peut-être que cette année, donc 2023, on reste, comme je l'ai évoqué, sur une analyse économique pour déterminer l'aide aux investissements fonds chaleur, mais on peut déjà préparer les choses peut-être pour 2024 ou 2025. Donc ça, c'est pour la mise en place des aides forfaitaires. Concernant les seuils que l'on a indiqués, c'est vrai qu'au vu des différentes définitions qu'on a pu apporter sur ce qu'est une boucle d'eau tempérée, on pourrait envisager de revenir sur ces seuils
mini qu'on a proposé en termes d'éligibilité au fonds chaleur, à savoir un seuil mini de 200 mètres de longueur de réseau d'eau tempérée et un seuil mini de 200 MWh d'ENR valorisé au travers de cette boucle d'eau tempérée, sous réserve, voilà, pareil, d'avoir peut-être quelques petits projets qui permettraient de lever ou de revoir ces seuils à la baisse. Je crois savoir qu'il y a eu un petit projet de boucle d'eau tempérée sur champ de sonde qui a été accompagné dans le cadre d'un contrat chaleur renouvelable territorial, je crois en Pays de la Loire. On va attendre d'avoir un petit peu de REX pour élargir de manière plus large ce type d'accompagnement dans le cadre des contrats chaleur renouvelable. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Astrid pour ta réponse. Pour continuer à dérouler les questions, il y en avait des qui étaient probablement plutôt pour Jean-Marc Percebois. Une question en particulier, est-ce que c'est économiquement intéressant d'avoir plusieurs boucles à des températures différentes pour un même réseau de bâtiments? Alors attention, le terme boucle n'a peut-être été mal défini, donc Jean-Marc, je vais te laisser rebondir pour préciser de quelle boucle il s'agit dans ta réponse. Je suis un peu comme toi, plusieurs boucles, j'ai du mal à comprendre si c'est formulé comme ça. Une boucle dans un projet, dans une globalité, il n'y a qu'une seule boucle. À partir du moment où si on devait connecter deux boucles l'une à l'autre, ça deviendrait une seule boucle en fait pour moi. Mais non, pour moi il n'y a qu'une seule boucle. Après il peut y avoir différents montages hydrauliques, mais il n'y a qu'une seule boucle tempérée qui transfère de l'énergie de point A, B, C, D, E à un point, à plusieurs points communs de captage ou de voilà. Ce n'est que c'est que du transfert d'énergie. Hein. Et du coup, si on se place à l'intérieur du bâtiment, est-ce que ça peut être intéressant d'avoir, par exemple, une boucle CTA qui serait à 45 degrés et une boucle plancher chauffant qui serait à 35, ou est-ce que ça l'est pas du tout? Oui, mais ça, là, on n'est plus du tout au niveau du périmètre de la boucle tempérée. On est rentré dans le bâtiment. Mais dans le bâtiment, on peut avoir plusieurs températures, évidemment. Ce que j'ai expliqué, c'est que c'est pas la boucle qui impose finalement son régime. C'est les bâtiments qui imposent le régime. Alors quand je dis ça, évidemment, il faut réfléchir évidemment au régime global si on veut optimiser les températures et les rendements généraux du système. Parce que si, chose intéressante, si par exemple on a un bâtiment qui a besoin de 65 degrés parce qu'il y a de l'eau chaude sanitaire, parce qu'il y a ou d'autres, c'est une rénovation, on n'a pas le choix, voilà. Mais ce bâtiment-là ne va pas impacter. On peut avoir un bâtiment à côté neuf qui lui à 30 degrés, même 35 degrés avec des planchers chauffants ou autre système de basse température, ou qui fait même du géocooling. Mais le bâtiment à 65 degrés ne vient pas impacter le bâtiment à une température plus faible. Puisqu'en fait, finalement, on n'échange que la partie amont des packs, en fait. Donc, c'est là tout l'intérêt de la boucle aussi. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Par opposition au réseau de chaleur, effectivement. Et du coup, on avait une deuxième question également, où Jean-Marc, tu vas sans doute pouvoir nous éclairer. Est-il nécessaire d'avoir des usages différents des différents bâtiments, ou est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, une boucle qui n'alimenterait que des bâtiments résidentiels? Ah oui, une boucle qui alimente que des résidentiels, c'est possible. Hein. En fait, il n'y a pas de typologie de bâtiment à être connecté sur la boucle. Les bâtiments vont avoir, entre le résidentiel et le tertiaire, c'est simplement la puissance d'appeler sur. Si on avait par exemple un lotissement avec 40 maisons et qu'on voulait faire une boucle tempérée pour relier les 40 maisons, à l'opposition que quand on arrive devant un lotissement, ce lotissement est chauffé au gaz naturel, on verrait, mais ce lotissement est chauffé en boucle tempérée. Et en fait, chaque maison vient être connectée sur la boucle, pas de souci, quoi. Et s'il y avait une zone d'activité qui vient se connecter, je sais pas, 2 ans plus tard, à côté, qu'on voudrait augmenter la taille de la boucle tempérée, on pourrait mettre la zone d'activité connectée avec les maisons. En fait, il n'y aurait pas de... et tout le monde serait gagnant parce qu'il y aurait du transfert d'énergie entre les bâtiments. Donc, à la fin, les gens consomment moins. C'est en fait tout l'intérêt de la boucle, c'est son adaptabilité également dans le temps. Dans le temps, exact. Oui, parce qu'en fait, on peut aussi augmenter. On n'est pas obligé de faire la solution de captage finale.
En fait, on fait les captages, on fait ce qui amène de l'énergie, hein, les sondes géothermiques ou alors, plus en sonde géothermique, évidemment, solution fermée qu'en nappe phréatique, hein, mais c'est possible aussi. Hein. On pourrait faire 2 puits, par exemple, de nappe phréatique sur un premier projet, et puis après, on refait d'autres puits au droit de la boucle s'il y a besoin, ou on augmente le nombre de sondes géothermiques le jour où il y a un deuxième projet qui vient se greffer dessus. Et donc, du coup, l'investissement du démarrage, en fait, colle au projet, en fait, colle au premier projet. Et donc, les investissements vont être déphasés aussi dans le temps, ce qui est intéressant pour un investisseur. Parfait, merci beaucoup. Je vais continuer sur des questions qui ont été posées pendant la présentation d'Eon et ça a soulevé beaucoup de questions, certaines qui d'ailleurs ont dû trouver leur réponse pendant la présentation. Par exemple, à quel stade la boucle d'eau tempérée a-t-elle été envisagée dans le projet? Alors ça, il me semble bien que ça a été bien dit que le stade Pro-DCE, c'était trop tard. Dans ce cas particulier, à quel moment est-ce qu'on y a pensé? Alors, oui, effectivement, j'essaye de répondre un petit peu aux questions, mais il y en a eu beaucoup pendant la présentation. Donc, oui, là, on va dire que c'était le bon timing. Donc, finalement, dès que l'étude réglementaire ENR a été réalisée, l'aménageur a identifié qu'il y avait ce potentiel géothermique à exploiter. Alors, il n'a pas tout de suite été décidé de faire une BTEG, il a été décidé de valoriser la ressource géothermique. Et c'est finalement nous, en tant qu'opérateurs, qui avons proposé la mise en œuvre d'une BTEG qui n'avait pas été clairement identifiée, en tout cas dans le cahier des charges, notamment du fait de la mixité d'usage des bâtiments qui rendait particulièrement pertinente cette solution. Mais je dirais que de manière générale, quand on parle de géothermie, que ce soit pour de la BTEG ou pour une exploitation en réseau de chaleur, le plus tôt le mieux, parce qu'on a besoin de faire des investigations qui prennent du temps, parce qu'on a dans certains cas des demandes d'autorisation administrative dont les délais d'instruction sont importants. Et en plus, on a la chance avec notamment l'ADEME, qui d'ailleurs soutient le projet, de pouvoir lancer les études de vérification, donc du forage test par exemple, qui est subventionné par l'ADEME. Donc qui permet aussi de réduire le risque au moment où on fait les investigations pour sécuriser le projet. Merci pour cette réponse. Du coup, une autre question, alors beaucoup plus technique cette fois, au niveau de tout ce qui est stockage. Est-ce que vous utilisez des matériaux à changement de phase? Est-ce que c'est de l'eau? Le cas échéant, est-ce que c'est un stockage stratifié, un autre type de stockage? Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur le stockage? Tout à fait. Donc sur ce dossier-là, on est sur du stockage en eau, donc en eau tempérée même, donc on est sur vraiment de la basse température. On joue un petit peu sur la stratification, mais simplement en adaptant les dimensions hauteur-largeur de notre unité de stockage. Techniquement, l'unité de stockage, c'est un ballon, un volume d'eau qui est connecté à la boucle et qu'on vient charger, décharger en calories. Mais on est sur du stockage en eau. Donc c'est bien un stockage sensible sur de l'eau. Merci. Il y avait également une question un petit peu indépendante de la boucle sur la question du confort d'été. Est-ce que les bâtiments ont été conçus avec des matériaux et des isolants particuliers pour permettre d'améliorer ce confort d'été et diminuer les besoins de froid? Alors, on sort un petit peu de mon champ de compétences, mais donc on a un site qui est concerné pour la partie logement par la nouvelle réglementation RE 2020, donc qui de fait va avoir une enveloppe isolante importante, une partie qui est encore en RT sur l'enseignement supérieur notamment, mais il y a effectivement un effort qui est fait de la part des maîtres d'ouvrage sur ces parties-là. Ce qui était peut-être pas suffisamment clair dans ce que j'ai expliqué, c'est que les équipements tertiaires donc, sont alimentés en climatisation classique, donc sur un régime 7 à 12 degrés.
Là où sur les logements, au départ, n'était pas prévu de système ni de climatisation ni de rafraîchissement, mais on a proposé donc à l'aménageur, donc il y a aussi une casquette de promoteur sur ces lots-là, de partir sur du plancher chauffant qui a 2 vertus. La première, c'est d'être de fait un émetteur basse température qui permet du coup d'être complètement compatible avec le fonctionnement des pompes à chaleur sur des rendements de l'installation qui sont bons. Qui par ailleurs esthétiquement permettent de ne pas avoir de radiateur chez soi, mais surtout en choisissant les bons matériaux, on peut l'utiliser en plancher réversible et donc venir faire du rafraîchissement. Mais comme je le disais, dans les logements, on n'est pas du tout en climatisation, on est sur du rafraîchissement passif, donc on vient faire circuler de l'eau fraîche dans les planchers. On récupère en fait les calories des volumes de logements qui sont réinjectés dans la boucle. Donc finalement, c'est vraiment quasiment complètement neutre, qu'on a simplement une pompe qui fonctionne pour alimenter les planchers. Mais la pompe à chaleur ne produit pas de froid pour les logements. Merci beaucoup. Une autre question technique, c'était simplement, est-ce qu'il y a un ordre de grandeur des surfaces à prévoir pour accueillir les installations techniques en surface, celles qui sont dédiées à la BTEC, bien entendu? Oui, alors attendez, il faut que je le recherche un petit peu dans mes plans. Mais de mémoire, donc on va retrouver donc les locaux techniques qui sont en pied de bâtiment. Donc là, c'est assez variable en fonction de la puissance, donc de la dimension du bâtiment, mais aussi du fait d'avoir de l'eau chaude sanitaire ou non. Parce qu'en eau chaude sanitaire, avec le système qu'on a développé, on a besoin de stocker des volumes d'eau, simplement pour éviter les appels de puissance. Donc là, on va être sur des dimensions, j'ai un peu de mal à vous dire, surtout que ça dépend tellement de la dimension des bâtiments, mais c'est plusieurs dizaines de mètres carrés, donc ça va être du 30 ou 50 mètres carrés. Et on va avoir un local qui est à positionner donc soit en pied d'un bâtiment, soit dans un local dédié, qui lui va accueillir la partie dédiée géothermie, donc qui est commune au système qui alimente l'ensemble des bâtiments, dans lequel on va retrouver les échangeurs géothermiques, les systèmes de filtration, etc. Et donc, celui-ci peut être relativement important de la même manière en fonction des puissances qui sont installées. Du coup, juste pour résumer, est-ce qu'on peut dire qu'au niveau des ordres de grandeur, ça correspond aux tailles classiques de locaux techniques qu'on trouve au sein des bâtiments en fonction de leur utilisation, ou est-ce qu'il faut quand même prévoir davantage? En toute transparence, il faut prévoir davantage. Ça prend plus de place qu'une chaudière gaz, ça prend plus de place qu'un échangeur quand on se raccorde sur un réseau de chaleur. Donc voilà, ça prend plus de place. Maintenant, ça évite aussi ça prend moins de place qu'une de la biomasse, par contre, puisqu'on n'a pas de stockage de bois à prévoir. Mais ça évite aussi certaines nuisances qui sont liées en gaz au risque aussi de ce type d'installation, aux cheminées, etc. Et effectivement, on n'est généralement pas sur une réglementation chaufferie, sauf évidemment s'il y a un appoint qui le nécessite. Il y avait encore, pour terminer, des questions assez économiques. Donc, est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée des tarifs ramenés au kilowatt et puis également au mégawattheure? Et dans le cas où on chercherait à vendre seulement l'eau tempérée, c'est-à-dire dans le cas où la pompe à chaleur, l'électricité de la pompe à chaleur serait payée par l'utilisateur final, est-ce que c'est vraiment intéressant pour l'utilisateur de payer également cette partie-là qui permet à l'exploitant de rembourser ses investissements, bien évidemment? D'accord. Alors, je me permets juste d'aller rechercher quelques chiffres pour pas vous dire de bêtises. Donc, on est sur une facture d'énergie qui est inférieure à 600 € par an pour un logement de 70 mètres carrés pour ses besoins en chauffage, en eau chaude sanitaire et avec le complément en rafraîchissement. Donc, on est, pour vous donner une idée, on est en gros 2 fois inférieur à ce que ça représente en gaz aujourd'hui. Et ça inclut, donc c'est une facture qui inclut, c'est un élément qui est important et dont on n'a pas eu l'occasion de parler ni les uns ni les autres, mais c'est que sur un modèle comme ça,
Et les BTEC que je connais fonctionnent tous là-dessus, mais je n'ai pas les 30 références en tête. Dans la facture, l'abonné ne paye pas uniquement les calories qui sont livrées, mais aussi une part d'abonnement qui est relativement fixe, qui inclut toutes les prestations d'exploitation-maintenance. Donc dans nos propositions, en tout cas, on inclut l'entretien courant, mais aussi le remplacement des équipements quand ils tombent en panne ou quand ils arrivent en fin de vie. C'est-à-dire qu'une pompe à chaleur qui commence à plus bien fonctionner, on va venir la remplacer, et ça, il n'y a pas de surcoût pour les copropriétés. On vient le remplacer, ça fait une partie intégrante, et s'il y a besoin de la remplacer 3 fois alors qu'on avait prévu une seule fois, ça fait partie des risques qu'on porte. Donc ça, c'est pour la partie exploitation-maintenance, et il y a la partie effectivement amortissement de l'investissement initial. Donc là, sur le dossier de Reims, E.ON porte 100% de l'investissement. Il y a des projets dans lesquels les promoteurs, aménageurs peuvent participer à l'investissement. C'est pas le cas dans celui-ci. Et par contre, on fait bénéficier donc 100% des subventions. Donc là, en l'occurrence, du subvention au titre du fonds chaleur, qui est répercuté directement dans la facture. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours un peu compliqué de comparer, on va dire, une facture gaz à ce qu'on propose nous, puisque finalement, il y a des composantes qui ne sont pas prises en compte dans l'achat de la molécule de gaz. Là où ce que nous on fournit, c'est un service de fourniture de chaleur et pas la fourniture juste d'une énergie. Effectivement, c'est donc davantage comparable aux services rendus par des réseaux d'une façon générale. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et puis, on a également quelques questions techniques et réglementaires, et je vois que Armand doit déjà être dessus. Donc Armand, si tu es disponible pour rallumer ton micro, je pense que ça peut être bien de faire bénéficier tout le monde des réponses. La première, c'est est-ce que lorsqu'on a 2 BTEG côte à côte, elles risquent de s'influencer mutuellement, s'entend au niveau des captages en sous-sol. La deuxième, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il faut tenir compte de captage d'eau potable destiné à la consommation humaine qui pourrait être à côté, quand il y a des périodes de protection, etc. Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Bien, dans les 2 cas, ce sont des éléments qui doivent être pris en compte pendant les phases d'études, au moment où on va regarder l'environnement dans lequel va s'implanter le projet. Si on se focalise un petit peu sur les périmètres de captage, alors périmètre de captage, ça suffit pas, il faut regarder si c'est un périmètre de captage rapproché ou éloigné. La réglementation en est différente. Voilà, il y a des choses qui sont purement réglementaires. La géothermie de minime importance, donc le cadre réglementaire ne s'applique pas dans les périmètres de protection rapprochés. Ça ne veut pas dire que la géothermie est interdite, ça veut simplement dire que le régime déclaratif n'est pas possible. Ça peut être envisagé un régime d'autorisation au titre du code minier. Après, ce qu'il faut voir, c'est que dans tous les cas, il y a également alors je ne sais pas si c'est des arrêtés ou les décrets associés à ces périmètres qui imposent un certain nombre de règles en plus. Et donc, ce n'est pas seulement des règles nationales de l'arrêterie de prescription générale qu'il faut regarder, mais c'est également toutes les réglementations locales. Et donc, pour ça, j'ai envie de dire, se rapprocher alors je vois le mot ARS, se rapprocher de l'ARS et de l'ADREAL locale, ça reste le meilleur moyen pour voir ce qui est possible. Effectivement, il y a tout ce qui est schéma d'aménagement et de gestion des eaux, il y a tout ce qui est DUP, donc les déclarations d'utilité publique, etc., qui sont également à prendre en compte. Juste avant de rendre la parole à Estelle et Noé, j'ai une dernière question que je souhaite remonter probablement à Jean-Marc, si tu es prêt également à rallumer ton micro. Est-ce que l'ordre de positionnement de 2 bâtiments ayant une demande opposée peut défavoriser ou améliorer le coefficient de performance des pompes à chaleur en sous-station? Donc typiquement, on a un premier bâtiment qui a des besoins de chaleur, un deuxième bâtiment qui a des besoins de froid. Est-ce qu'on peut concilier tout ça? Est-ce qu'il y a une bonne solution à ce niveau? Alors, il faut comprendre que la boucle tempérée, elle est quand même bloquée dans le sens où on ne va pas modifier les ordres des bâtiments quand ils vont se construire. Ça dépend de permis de construire et que la boucle doit s'adapter. Forcément, il y a de l'impact entre les bâtiments, hein, puisqu'il y en a un qui fait du chaud, qui est en
en premier qui en fait envoie ce chaud dans la boucle et puis le deuxième bâtiment est connecté avant d'aller dans le captage. Forcément, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il y a des mélanges de températures qui vont se créer. Mais à partir du moment où il y en a un qui fait du chaud et l'autre du froid, les deux vont être bénéficiaires parce qu'en fait, on va remonter la température de toute façon. Alors, sauf évidemment s'il y avait un qui est à 90% de froid et 10% de chaud. Donc, du coup, on va être plutôt vers le froid plutôt que vers le chaud. Et inversement, s'il y en a 90% de chaud qui est réinjecté par rapport à un bâtiment qui fait que 10% de froid, bon, mais du coup, le bâtiment de froid va être lui mieux parce qu'il y a l'autre à côté qui fait beaucoup plus de chaud dans la boucle. Finalement, tout ça, l'un dans l'autre, si on prend évidemment à l'instant T sur 1 heure ou sur un quart d'heure de fonctionnement, on pourrait dire ben, ce bâtiment est un peu défavorisé par rapport à l'autre. En fait, il ne faut surtout pas regarder à un temps très court, il faut regarder sur un temps de saison. En fait. Et dans la saison, en fait, on va se rendre compte que, en règle générale, même pas qu'en règle générale, en fait, la température du champ de sonde, ou en tout cas la température de la BTEG, elle est là pour être justement maîtrisée par les opérateurs, comme l'a dit Eon, et en fait, et comme nous, c'est-à-dire qu'on est omnubilé par la température de la boucle, parce que plus elle est élevée, entre guillemets, ou en tout cas tempérée à une valeur qui nous va très bien, c'est justement pour optimiser le rendement des pompes à chaleur. Donc oui, il y a de l'impact entre les deux, à l'instant T, mais si je prends un autre temps, un mois plus tard, ou 15 jours plus tard, ou 2 jours plus tard, mais celui qui était un peu plus défavorable se retrouve favorisé ce coup-ci, grâce à son copain à côté, l'autre bâtiment. Donc on peut pas. C'est toutes les questions que j'ai vues dans le chat en disant oui, mais est-ce que c'est vaut le coup parce que si je suis utilisateur, je vais payer un peu plus parce que l'autre bâtiment m'impacte. Oui, mais il oublie de dire à la personne, ces personnes-là oublient de dire, mais à un moment je vais payer un peu moins parce que l'autre bâtiment m'impacte aussi. Donc c'est ça qui est. On regarde toujours le côté à moitié vide, et il y a le côté à moitié plein aussi. Hein, voilà. Voilà. Et ayons un peu. D'ailleurs, dans cette société qu'on vit, on pourrait avoir un système moraliste aussi avec la BTEG. Hein. Enfin, on mutualise des systèmes ensemble, quoi, au lieu d'être individuel, quoi. Donc, c'est aussi intéressant. Voilà. Je partage ce qui vient d'être dit par Jean-Marc Percebois. On essaye, et ça a été porté un petit peu par votre homologue de l'amorce, pour essayer d'avoir des contrats entre l'abonné qui soient équilibrés, et un prix de la chaleur, du froid qui soit le même pour tout le monde, pour éviter justement ces discussions sur qui injecte, qui les reprend, sachant que les bâtiments, on est sur des contrats long terme, donc les bâtiments vont vivre, les besoins vont changer, et avoir une tarification sur mesure pour chacun des abonnés aura plutôt tendance à créer des tensions supplémentaires plus qu'à générer réellement de l'économie pour les uns ou pour les autres. Merci beaucoup à tous les deux pour vos retours. Et puis, comme annoncé, je rends tout de suite la parole à Estelle et à Noé. Merci Xavier, merci à tous. Je pense que ça fait une belle conclusion pour les mots de la fin. Je vois qu'on a encore quelques questions. Vous inquiétez pas, on essaiera d'y répondre au maximum dans la FAQ. Il nous reste. Excusez-moi, j'ai un problème. Estelle, je te laisse prendre la suite. Oui, alors moi je proposerais dans les 2 minutes qui nous restent, c'est une très bonne question, je ne sais pas si l'un d'entre nous a la réponse, par rapport à si jamais on a une BTEG, voilà, elle est suffisamment petite pour rentrer dans les critères de la GMI, donc on est en régime déclaratif, tout va bien, et qu'on va rajouter des bâtiments à la boucle, on la fait grossir. La question est, est-ce que dans ce cas-là, il faut faire une demande d'autorisation pour tout le dispositif? Comment ça se passe? Je vois un beau sourire de Jean-Marc, je pense que tu as la réponse à cette question. Je le souris parce que c'est une question à l'époque où j'étais vice-président de l'association qu'on a posée à la DGPR. Je laisse mes anciens collègues répondre avec les avancées qu'il y a avec la DGPR, mais de ce qu'ils nous avaient répondu, comme il y avait un vide juridique à l'époque, je pense qu'il n'a pas été comblé, ils me contrediront, j'espère. En fait, on fait la deuxième BTEG, on la raccorde et finalement, rien ne se passe. Ces 2 champs de sonde ou 2 projets qui faisaient moins de 500 kg, qui raccordés font plus de 500. Finalement, qu'est-ce que ça va changer? J'ai envie de dire un peu d'humour dans ce monde de brut. Qu'est-ce que ça va changer? Finalement, chaque terrain récupère son énergie et on est conforme à la GMI. Donc, dans ces cas-là, moi, c'est ma réponse en tout cas. Mais il y a une question juridique derrière, mais je crois qu'il y a toujours un vide et qu'on peut le faire, quoi. Donc après, Armand doit être au courant et Xavier aussi.
Eh ben, je vais profiter pour rebondir dessus. Effectivement, si on fait une deuxième boucle d'eau tempérée qui sera également forée sous le régime de la minime importance, ça va marcher tout à fait bien. Je vois que Christophe Luttmann souhaite prendre la parole et je me doute Non, de mais la tu réponse fais qui va très être bien, en fait, apportée. Xavier. Je te laisse t'exprimer sur le sujet. C'est juste que voilà, Eh c'est bien, un sujet d'actualité traité par la FPG, donc c'est exprime-toi, effectivement un vas-y. sujet fortement d'actualité dans la mesure où il y a une consultation qui est en cours dans le cadre de tout ce qui est certification des foreurs et que si le texte qui est proposé aboutit en l'état, il sera complètement interdit de faire basculer un ouvrage déclaré sous le régime de la minime importance vers un ouvrage qui nécessiterait une autorisation. Donc j'attire votre attention sur le fait que la consultation est encore ouverte pour, je crois, une dizaine de jours. De mémoire, ça va jusqu'au 21. Jusqu'au 21 mars. Si les positions que j'ai entendues jusqu'à présent sur le plan technique ne sont pas forcément favorables à ce que le texte soit adopté en l'état. Donc, si telle est également votre opinion, n'hésitez pas à répondre à cette consultation. Donc, voilà, je relaisse la main à Estelle parce qu'il est déjà 31. Je suis désolé d'avoir dépassé. Pour reprendre les mots de Jean-Marc, le vide est plutôt en train d'être comblé par les temps qui courent. Oui, c'est très bien. Ok, merci. Donc j'ai vu repasser la question. Oui, nous allons repotasser un petit peu ces 2 sessions de webinaire pour vous transmettre une fois vos questions avec l'ensemble des réponses qui ont été apportées, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Je vous demandera d'être un petit peu patient, ça sortira pas ce soir, parce qu'il y a un petit peu de travail derrière. Mais effectivement, en plus des 2 présentations, des 2 replays, vous aurez la foire aux questions qui sera disponible. Et donc du coup, si vous avez des questions, vous pouvez encore nous les transmettre par mail suite à cette présentation. On vous remercie pour votre attention, pour être resté en grande majorité jusqu'au bout, pour vos questions qui ont été très pertinentes, plein de questions. On espère qu'on a pu quand même répondre à une grande majorité de ces interrogations, qu'aujourd'hui la BTEG a moins de mystères pour vous. On espère qu'on va voir augmenter le nombre de BTEG sur le territoire dans les prochaines années. Et puis voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Je vous remercie encore une fois. Et on pourra vous proposer de se retrouver lors d'une prochaine session de webinaire qu'organisera le réseau des animateurs et animatrices géothermie au national. Celui déjà organisé autour des échangeurs compacts est toujours disponible en ligne d'ailleurs. Exact. Exact. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.